3 paires d'yeux bleus identiques observaient leur père retourner vers son luxueux SUV. Sans se retourner, les chaussures coûteuses de Thomas Anderson soulevaient de petits nuages de poussière dans le désert de l'Arizona alors qu'il s'éloignait, laissant ses 3 filles triplées de 3 ans debout seules dans la chaleur étouffante. « Papa » appela Olivia, sa petite voix tremblant. Emma se mit à pleurer, sa robe rose déjà assombrie par la sueur. Sophie se contenta de fixer, trop choquée pour parler. À l'intérieur du véhicule, Gardien, leur berger allemand, avait observé attentivement Thomas démarrer le moteur. Les muscles du chien se tendirent juste avant que le SUV ne démarre. Gardien se lança en avant, se faufilant à travers la fenêtre à peine ouverte. Avec une précision digne d'une formation militaire, Thomas enfonça l'accélérateur, le SUV disparaissant dans un nuage de poussière, laissant derrière lui 3 enfants abandonnés et un chien déterminé, debout, les protégeant. Ce qui allait se passer ensuite changerait leur vie à jamais. N'hésitez pas à aimer et à partager vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. La chaleur du désert s'abattait sans merci alors que le nuage de poussière du SUV de Thomas se dissipait à l'horizon. Il était midi en juillet, la température dépassant déjà les 42 degrés Celsius. Pas un seul nuage n'offrait de répit face à l'implacable soleil de l'Arizona. Les triplés restèrent figés, choqués, leurs cheveux blonds identiques scintillant au soleil. Les sanglots d'Emma se firent plus forts, ses petites épaules tremblant sous sa robe de coton rose. Sophie, la plus jeune de 3 minutes, serrait sa robe jaune d'été comme si elle pouvait la protéger d'une manière ou d'une autre. Olivia, toujours la meneuse, bien qu'elle n'ait que 3 ans, tenta de réconforter ses sœurs, bien que ses propres yeux bleus soient remplis de larmes. « Tout va bien » murmura-t-elle, ne croyant pas ses propres paroles. « Papa va revenir. » Gardien inspecta les environs, sa formation militaire évidente dans sa posture alerte. Ses yeux ambrés scannèrent le paysage désolé, rien que du sable, des rochers éparpillés et des cactus saguaros s'étendant sur des kilomètres. Ses sens aiguisés ne détectèrent aucune source d'eau à proximité, aucun abri contre la chaleur mortelle. Le berger allemand comprit ce que les enfants ne pouvaient pas comprendre. Elles avaient peut-être 24 heures avant que la déshydratation ne devienne mortelle. La peau délicate des filles rougissait déjà sous le soleil brûlant. Leurs petites sandales blanches offraient peu de protection contre le sable brûlant, qui avait atteint une température torride de 60 degrés Celsius, assez chaude pour provoquer de graves brûlures en quelques secondes de contact direct. Gardien poussa la main d'Olivia avec son museau, puis se dirigea vers une petite formation rocheuse située à environ 50 mètres de là. Il aboya une fois, puis revint pour rassembler les enfants comme le chien de travail qu'il avait été entraîné à être. « Je crois qu'il veut qu'on le suive » dit Olivia, essuyant ses larmes du revers de sa main. Les pleurs d'Emma se calmèrent légèrement lorsqu'elle toucha la fourrure familière de Gardien. « Bon chien » murmura-t-elle. Le berger guida patiemment les triplés, restant près d'elle alors que leurs petites jambes luttaient dans le sable. Quand Sophie trébucha, Gardien fut instantanément à ses côtés, offrant son corps robuste pour la soutenir. La respiration des filles était déjà devenue laborieuse dans la chaleur sèche, leurs lèvres commençant à se fissurer à cause de la déshydratation. Elles atteignirent les rochers juste au moment où les jambes de Sophie cédèrent. La formation créait une petite zone d'ombre, pas grand-chose, mais assez pour protéger les enfants de la lumière directe du soleil. Gardien se positionna au bord de l'ombre, son corps bloquant le pire de la chaleur tout en restant vigilant. « J'ai soif » gémit Emma, sa voix déjà faible. Olivia regarda autour d'elle désespérément, comme si l'eau pouvait se matérialiser dans l'air. Peut-être que papa va bientôt en apporter. Les oreilles de Gardien se dressèrent, captant des sons bien au-delà de l'ouïe humaine. Quelque chose bougeait au loin, pas Thomas qui revenait, mais le mouvement subtil d'un prédateur. Les muscles du berger se tendirent alors qu'il se positionnait entre la menace potentielle et les enfants dont il avait la charge. Dans le désert impitoyable, le compte à rebours avait commencé. Les experts en survie estiment que les petits-enfants peuvent survivre moins de 2 jours dans de telles conditions sans eau. Alors que la chaleur scintillait sur le sable, créant des mirages dansants à l'horizon, Gardien comprit que leur temps était déjà compté. Thomas Anderson n'avait pas toujours été le genre d'homme qui abandonnerait ses enfants dans le désert. 5 ans plus tôt, il était le garçon en or du développement immobilier de Phoenix, avec un bureau d'angle donnant sur la ville qu'il aidait à construire. Ses projets transformaient des quartiers négligés en communautés prospères, et sa réputation de pratique commerciale honnête faisait de lui une figure respectée dans les cercles locaux. C'est lors d'un gala de charité qu'il rencontra Caroline Mitchell, une chirurgienne pédiatrique aux yeux bleus et passionnée par la guérison des enfants.
Malgré leurs carrières exigeantes, ils tombèrent profondément amoureux et se marièrent en moins d'1 an. Ils achetèrent une maison de style espagnol dans un quartier exclusif, la remplissant de rêves de la famille qu'ils allaient créer ensemble. Lorsque Caroline annonça sa grossesse, Thomas fut ravi lorsque l'échographie révéla qu'elle attendait des triplés. Il était dépassé, mais déterminé à être le père que le sien n'avait jamais été. Il transforma l'aile des invités en une chambre d'enfants peinte dans des tons pastels doux, avec 3 berceaux identiques attendant le miracle de ses filles. Elles ne manqueront jamais de rien, promit la Caroline alors qu'ils étaient allongés dans le lit, sa main posée sur son ventre arrondi. Je leur donnerai le monde. Mais le monde avait d'autres projets. La grossesse de Caroline devint à haut risque au cours du 3e trimestre. Les complications s'accumulèrent, nécessitant son hospitalisation des semaines avant la date prévue de l'accouchement. Malgré les meilleurs soins médicaux, l'accouchement devint un cauchemar d'alarme et d'ordres médicaux urgents. Thomas se souvenait de cette journée par fragments, la joie d'entendre les premiers cris de ses filles, suivis de l'horreur de l'hémorragie de Caroline. Ces derniers mots pour lui avaient concerné les filles. « Prends soin de nos filles », avait-elle murmuré, sa main serrant la sienne avec une force surprenante. « Promets-moi qu'elles sauront combien je les aime. » Quelques heures plus tard, elle était partie, laissant Thomas avec 3 bébés parfaits et en bonne santé et un gouffre de chagrin qui semblait impossible à combler. C'est pendant ces jours les plus sombres que Gardien entra dans leur vie. Le berger allemand était un chien de service militaire entraîné à la détection et à la protection en Afghanistan. Blessé lors de son dernier déploiement, il avait été mis à la retraite et avait du mal à s'adapter à la vie civile. Le frère de Thomas, lui-même vétéran, suggéra que le chien pourrait assurer à la fois la protection de la nouvelle famille et un but à l'animal en difficulté. Leur connexion fut immédiate. Gardien, sentant l'homme brisé devant lui, pressa sa tête contre la jambe de Thomas, comme pour dire « Je comprends aussi la perte ». Cette nuit-là, le berger dormit à côté des berceaux des triplés, une sentinelle silencieuse protégeant ce qui restait du cœur de Thomas. Au fil des mois, Thomas se consacra à être à la fois la mère et le père de ses filles. Il apprit à tresser les cheveux, à embrasser les genoux écorchés et à vérifier qu'il n'y avait pas de monstre sous le lit. Gardien devint son partenaire dans l'éducation des enfants, veillant sur les filles avec une dévotion qui mettait parfois les larmes aux yeux de Thomas. Au moment où Olivia, Emma et Sophie eurent 2 ans, elles avaient développé des personnalités distinctes, malgré leur apparence identique. Olivia était la meneuse naturelle, toujours la première à essayer de nouvelles choses. Emma était la plus sensible, prompte à rire mais aussi prompte à pleurer. Sophie était l'observatrice, absorbant tout avec un silence réfléchi avant de prendre une décision. Toutes les 3 adoraient Gardien. Elle grimpait sur lui comme sur un terrain de jeu vivant, tressait des rubans dans sa fourrure et s'endormait contre son corps chaud. Lors des soirées cinéma, le berger supportait leur attention avec patience, semblant comprendre que ces petits humains avaient besoin de sa protection plus que quiconque il avait gardé auparavant. Mais sous la surface de leur vie apparemment parfaite, Thomas se noyait. Les factures médicales des dernières semaines de Caroline avaient épuisé leurs économies. Plusieurs projets de développement avaient échoué à mesure que l'économie évoluait, le laissant surendetté. Il commença à prendre des décisions financières désespérées, prenant des risques qu'il aurait autrefois considérés comme impensables. Juste un accord de plus, se disait-il tard dans la nuit, en revoyant des chiffres qui ne s'équilibraient jamais. Une grosse victoire pour remettre les choses en ordre. Cette recherche d'une solution rapide l'amena à Victor Blackwell, un prêteur privé qui proposa de financer le projet le plus ambitieux de Thomas. Mais les taux d'intérêt étaient exorbitants, mais Thomas se persuada qu'il pouvait y arriver. Il ne regarda pas de trop près d'où venait l'argent de Blackwell et ne se demanda pas pourquoi l'homme semblait si intéressé par sa famille. Alors que sa situation financière se détériorait, Thomas commença à passer moins de temps à la maison. Les filles remarquèrent son absence, posant des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre honnêtement. Gardien le remarqua aussi, observant Thomas avec des yeux connaisseurs qui semblaient voir à travers sa façade de normalité. « Papa a dit » avait demandé Sophie un soir, grimpant sur ses genoux avec un livre pour enfants. « Non, ma chérie, papa est juste occupé » avait-il menti, la serrant contre lui et respirant le doux parfum de ses cheveux. Mais Gardien savait mieux. Le berger suivait Thomas alors qu'il arpentait la maison après que les filles se soient endormies, le regardant passer des appels téléphoniques tard dans la nuit et boire trop de whisky. Parfois, Thomas enfouissait son visage dans la fourrure du chien et pleurait, libérant les émotions qu'il ne pouvait pas montrer à ses filles. À une centaine de kilomètres de la maison de banlieue de Thomas, Martha Johnson s'occupait de son petit jardin alors que le soleil se levait sur le désert. À 65 ans,
son visage était une carte routière de lignes gagnées grâce à une ville liée à ce paysage rude. Sa petite maison en adobe se trouvait à la lisière du désert de Sonora, le dernier avant-poste avant que la civilisation ne cède la place à une ancienne nature sauvage. Martha était connue dans la ville voisine comme une gardienne des traditions, à moitié navajo du côté de sa mère. Elle avait grandi en apprenant les anciennes coutumes, lire les signes de la nature, comprendre les rythmes du désert, respecter sa puissance. Certains habitants la considéraient comme excentrique, mais beaucoup recherchaient sa sagesse lorsque les solutions modernes échouaient. Elle n'avait pas parlé à sa fille, Caroline, depuis plus de 20 ans, depuis que la jeune femme était partie faire des études de médecine, rejetant son héritage pour ce qu'elle appelait la vraie science. La nouvelle de la mort de Caroline était parvenue à Martha par l'intermédiaire d'une connaissance éloignée, trop tard pour qu'elle puisse assister aux funérailles. Elle avait pleuré seule, accomplissant les cérémonies traditionnelles pour guider l'esprit de sa fille. Elle ne savait pas qu'elle avait des petits-enfants, 3 petites filles qui partageaient les yeux de sa fille. Ce matin-là, alors que Martha cueillait des herbes avant que la chaleur ne devienne insupportable, elle ressentit un malaise qu'elle ne pouvait pas expliquer. Les oiseaux du désert volaient selon des schémas inhabituels et ses vieux os la faisaient souffrir avec un avertissement qu'elle avait appris à ne jamais ignorer. « Quelque chose arrive », murmura-t-elle, regardant le paysage scintillant. Quelque chose d'important. La nuit précédant l'abandon de ses filles par Thomas, gardien avait été inhabituellement agité. Il arpentait les couloirs de leur maison, s'arrêtant pour vérifier chaque enfant endormi, avant de revenir à la porte de la chambre de Thomas avec un faible gémissement. Thomas était assis à son bureau, fixant des photos de sa famille, Caroline tenant leur fille nouveau-née, la célébration du 3e anniversaire des filles, 2 semaines plus tôt, gardien portant patiemment un chapeau de fête alors que les triplés soufflaient leurs bougies. À côté de ces images joyeuses se trouvait un document plus inquiétant, des menaces explicites des associés de Blackwell détaillant exactement ce qui arriverait si Thomas ne parvenait pas à rembourser sa dette. Gardien poussa la main de Thomas, sentant son désespoir. « Qu'est-ce que je vais faire, gardien » murmura Thomas, grattant derrière les oreilles du berger. « Que me dirait Caroline de faire » Les yeux ambrés du chien semblaient contenir une sagesse ancienne, mais bien sûr, aucune réponse ne vint. À l'aube, Thomas prit une décision qui le hanterait à jamais, une décision qui mettrait à l'épreuve la loyauté de Gardien d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvait imaginer. Gardien boitait sur le sable brûlant, ignorant la douleur dans sa patte avant gauche. Le venin du serpent à sonnette n'avait pas suffi à le tuer, mais la morsure palpitait à chaque pas. Pourtant, il avançait, ses sens aigus le guidant vers quelque chose que le nez humain ne pourrait jamais détecter à cette distance, de l'eau. Les triplés suivaient lentement derrière, leur énergie épuisée après des heures passées dans la chaleur accablante. Olivia tenait la main d'Emma, tandis que Sophie traînait quelques pas derrière, sa robe jaune maintenant couverte de poussière et humide de sueur. Elles avaient cessé de pleurer, ce qui, Gardien le savait, n'était pas bon signe. Les enfants devraient pleurer quand ils ont peur. Quand ils s'arrêtent, cela signifie quelque chose de pire. Résignation. Gardien a mal, murmura Sophie, sa voix à peine audible au-dessus du vent du désert. Il nous emmène quelque part, répondit Olivia avec la foi inébranlable d'un enfant. Il sait quoi faire. Le berger allemand s'arrêta, se retournant pour s'assurer que les enfants dont il avait la charge suivaient toujours. Sa formation militaire l'avait préparé à des environnements difficiles, mais les enfants n'avaient pas cette préparation. Leur peau claire était rouge vif malgré l'ombre qu'il leur avait trouvée plus tôt. Leurs lèvres étaient fissurées par la déshydratation. S'il ne trouvait pas d'eau bientôt, Gardien refusa de terminer la pensée. Il avait une mission maintenant, garder ses enfants en vie. Il n'avait pas réussi à les protéger de la décision de leur père, mais il ne les laisserait plus tomber. Ses oreilles sensibles captèrent un subtil changement dans la bande sonore du désert, le faible bourdonnement d'insectes qui suggérait de l'humidité. Il accéléra le pas malgré la douleur, guidant les filles vers un groupe de rochers qui ne semblait pas différent des innombrables autres qu'elles avaient croisés. Mais Gardien savait mieux. Le désert recelait des secrets visibles uniquement à ceux qui comprenaient sa langue. À une 50aine de mètres de là, Martha Johnson chargeait des provisions dans son vieux pick-up, une gourde d'eau, des fruits secs, une trousse médicale et une couverture faite à la main, tissée selon les motifs traditionnels de ses ancêtres. Le malaise qui la tourmentait depuis l'aube s'était cristallisé en une certitude, quelqu'un avait besoin d'aide dans le désert et les autorités n'allaient pas la fournir. « Madame Johnson, vous n'allez pas sérieusement vous aventurer là-bas » dit le shérif Miller, appuyé contre sa voiture de patrouille devant la petite épicerie où Martha s'était arrêtée pour les dernières provisions. Frank Miller connaissait Martha depuis 30 ans, respectait sa connaissance du désert,
mais ne voulait pas entendre parler de ce qu'il appelait ses sentiments. 3 enfants, Frank, identiques comme des gouttes de pluie, répondit-elle, fixant ses provisions dans la benne du pick-up. Je les vois dans ma tête depuis le lever du soleil. Le shérif soupira, enleva son chapeau pour essuyer la sueur de son front. Martha, nous n'avons aucun signalement d'enfants disparus, ni dans notre comté, ni dans les comtés voisins. Je ne peux pas me permettre d'envoyer des adjoints à la poursuite de Vision. Je ne te demande pas de venir, dit Martha, simplement. Je te dis juste où je vais, au cas où je ne reviendrai pas. Quelque chose dans son ton fit se redresser le shérif Miller. De toutes les années où il avait connu Martha Johnson, il ne l'avait jamais connue se tromper sur les avertissements du désert. Prends au moins ton téléphone satellite, concéda-t-il. Et fais un point toutes les 3 heures. Martha hocha la tête, montant dans son pick-up avec l'agilité d'une femme beaucoup plus jeune. Si je trouve quelque chose, tu seras le premier à le savoir. Alors que son pick-up disparaissait sur la route poussiéreuse, le shérif Miller secoua la tête. Vieille folle, murmura-t-il, mais sans conviction. De retour à Phoenix, la détective Sarah Reynolds examinait l'appartement vide de Thomas Anderson avec un sentiment croissant de malaise. L'appel était arrivé ce matin, une femme de ménage arrivant pour trouver la porte ouverte, l'endroit apparemment abandonné, bien que rien ne semblait avoir été volé. « Que savons-nous sur le résident ?» demanda-t-elle à l'officier en uniforme qui prenait des notes à côté d'elle. Thomas Anderson, 38 ans, promoteur immobilier, veuf avec 3 jeunes filles, des triplés identiques, lut l'officier sur son bloc-notes. Les voisins disent qu'ils ne l'ont pas vu, ni les enfants, depuis hier matin. Sa voiture n'est pas dans le garage. Sarah se déplaça dans les pièces silencieuses, remarquant les meubles coûteux recouverts d'une fine couche de poussière. Dans la cuisine, la vaisselle était entassée dans l'évier, 3 petites tasses roses, chacune ornée d'une princesse différente, 3 petites assiettes avec des toasts à moitié mangés. « Où sont les chambres des enfants ?» demanda-t-elle. L'officier la conduisit dans un couloir jusqu'à une grande chambre peinte dans des tons pastels doux. 3 petits lits avec des couvertures identiques, une étagère remplie d'histoires pour enfants, un coffre à jouets débordant de poupées et d'animaux en peluche. Tout était propre, rangé, bien entretenu. L'œil de Sarah fut attiré par quelque chose de partiellement caché sous l'un des lits, un jouet à mâcher pour chien, usé et clairement aimé. « A-t-il un chien ?» demanda-t-elle. L'officier vérifia ses notes. Un berger allemand, selon le voisin, toujours avec la famille. Sarah hocha la tête lentement, une image se formant dans son esprit, pas une image heureuse. En 15 ans de travail de détective, elle avait appris que lorsqu'un parent disparaît avec ses enfants, laissant soudainement derrière lui une maison qui ne montre aucun signe de départ planifié, les résultats étaient rarement positifs. Je veux un avis de recherche pour le véhicule de Thomas Anderson. Vérifiez les caméras de circulation, les péages, les stations-service, ordonna-t-elle, la voix tendue. Et obtenez-moi tout ce que vous pouvez sur ses antécédents, finances, relations, tout litige concernant la garde, bien que le rapport indique qu'il est veuf. Alors que l'officier se dépêchait d'obtempérer, Sarah se tenait sur le seuil de la chambre des enfants, un sentiment d'appréhension s'installant dans son estomac. « Où les as-tu emmenés, Thomas ?» murmura-t-elle à la maison vide. De retour dans le désert, Gardien avait conduit les triplés jusqu'à une petite dépression entre 2 gros rochers, ici à l'abri du vent qui avait commencé à se lever alors que l'après-midi s'étirait vers le soir. Une minuscule source jaillissait de sous la terre, à peine plus qu'un filet, mais suffisant. Gardien aboya une fois, pointant son museau vers l'humidité. Olivia halta, comprenant. Immédiatement, elle aida ses sœurs à s'agenouiller à côté de la petite mare qui s'était formée, leur montrant comment tenir leurs petites mains en coupe pour boire. Lentement, elle les mit en garde, se souvenant de ce que leur père leur avait enseigné lors d'une randonnée l'année précédente. Petite gorgée. Gardien veilla avec protection pendant que les filles buvaient, leurs corps assoiffés absorbant l'humidité vitale. Ce n'est que lorsqu'elles eurent terminé qu'il abaissa son propre museau vers l'eau, léchant rapidement mais efficacement. L'eau raviva quelque peu les enfants, redonnant de la couleur à leur visage et de l'énergie à leurs mouvements. Emma parvint même à esquisser un petit sourire en tapotant la tête de Gardien. « Bon garçon », dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été des heures plus tôt. « Le meilleur garçon. » Gardien accepta les louanges avec dignité, mais son attention s'était déjà portée sur leur prochain défi. Le soleil se coucherait dans quelques heures, entraînant une baisse dangereuse de la température. Les nuits du désert pouvaient être aussi mortelles que ces jours, surtout pour les jeunes enfants sans vêtements ou abris adéquats.
Il devait leur trouver une meilleure protection avant la tombée de la nuit. À quelques kilomètres de là, Martha Johnson avait arrêté son pick-up au bord d'un étroit canyon, les yeux fixés sur quelque chose que l'observateur moyen n'aurait pas remarqué du tout, un groupe d'oiseaux tournoyant selon un schéma inhabituel. « Le désert essaie de me dire quelque chose », murmura-t-elle, sortant des jumelles de sa boîte à gants. À travers les lentilles grossissantes, elle pouvait voir des corbeaux rassemblés près d'un affleurement rocheux, leur comportement indiquant de la curiosité plutôt que la découverte de quelque chose ou quelqu'un, perturbant le rythme naturel de cet endroit. Martha vérifia son téléphone satellite, se demandant si elle devait appeler le shérif Miller. Non, décida-t-elle, pas encore. Pas tant qu'elle n'avait rien de concret à signaler au-delà des mots et des sentiments. Elle attrapa son bâton de marche et son sac de provisions, ferma son pick-up et commença la descente prudente dans le canyon. Le terrain était dangereux, des roches meubles glissant sous ses pieds expérimentés. Mais Martha se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui avait parcouru ce paysage pendant des décennies. À mi-chemin, elle s'arrêta, les yeux plissés sur quelque chose d'accroché à un buisson épineux, un petit morceau de tissu, rose avec des pois blancs. Martha le récupéra avec précaution, frottant le matériau entre ses doigts usés. « Vêtements d'enfant », confirma-t-elle, rangeant le bout de tissu dans sa poche. Sa vision de 3 enfants identiques ne lui semblait plus une simple intuition. Alors que l'après-midi déclinait, le shérif Miller reçut un appel de la détective Reynolds à Phoenix. « Nous avons une situation », expliqua Sarah, la voix tendue. Thomas Anderson a retiré tout l'argent disponible hier matin, près de $20 000. Son dernier signal de téléphone cellulaire a été localisé près de la bordure ouest du désert de Sonora avant de s'éteindre, et nous avons trouvé des communications inquiétantes sur son ordinateur à domicile, des menaces de quelqu'un qui s'appelle Blackwell. Les pensées du shérif se tournèrent immédiatement vers Martha Johnson et son insistance au sujet d'enfants dans le désert. « Y a-t-il une chance qu'Anderson ait 3 jeunes filles ?» demanda-t-il. « Des triplés identiques. » Il y eut une pause au bout du fil. « Comment saviez-vous cela ?» demanda Sarah. « Envoyez un hélicoptère de recherche dans les airs », ordonna le shérif Miller, atteignant déjà ses clés. « Et envoyez une patrouille dans le cadran ouest du Sonora. Je pense connaître quelqu'un qui peut nous aider. » Mais au moment où il atteignit la maison de Martha, elle était déjà partie, son pick-up nulle part en vue, et le téléphone satellite qu'elle avait promis de garder allumé était posé sur sa table de cuisine, oublié dans sa hâte. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, Gardien conduisit les triplés loin de la petite source vers une série de formations rocheuses qu'il avait repérées au loin. Son instinct lui disait qu'elle pourrait offrir un meilleur abri pour la nuit à venir. Les filles suivirent avec confiance, leur petit corps quelque peu ravivé par l'eau, mais toujours dangereusement vulnérable aux éléments. Gardien garda un rythme lent, conscient de leurs limites, s'arrêtant fréquemment pour les laisser se reposer. « Où est papa ?» demanda Emma pendant une de ses pauses, la question qu'elles avaient toutes évitée. Olivia et Sophie échangèrent des regards, aucune ne voulant exprimer ses craintes. « Il va nous trouver », dit finalement Olivia, avec une confiance qu'elle ne ressentait pas, « ou Gardien va prendre soin de nous jusqu'à ce qu'il le fasse. » Au son de son nom, le berger tourna ses yeux ambrés, rencontrant ceux d'Olivia. À ce moment-là, une communication silencieuse passa entre eux, une promesse de Gardien qu'il ne les abandonnerait pas, comme leur père l'avait fait. Ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est qu'à ce moment précis, Thomas Anderson était assis dans une chambre de motel miteuse, à 80 km de là, un pistolet chargé sur la table devant lui, contemplant ce qu'il avait fait et ce qu'il ferait ensuite pour sauver ses filles des conséquences de ses erreurs. Thomas Anderson fixa le pistolet sur la table du motel, son reflet déformé dans sa surface polie. Le poids de ce qu'il avait fait l'écrasait comme une force physique. Le souvenir des visages confus de ses filles alors qu'il s'éloignait d'elles repassait sans cesse dans son esprit, leur voix appelant « Papa » résonnant dans ses oreilles. Il prit son téléphone jetable et fit défiler les messages qu'il avait poussés à l'impensable. Le plus récent, envoyé il y a à peine 12 heures, contenait une photo de ses filles dormant dans leur lit, prise de l'intérieur de leur maison. Le message ci-dessous était simple, la dette doit être payée, leur vie ou un abandon dans le désert, votre choix. Pas de police. Thomas n'avait pas dormi depuis 3 jours, depuis que les hommes de Victor Blackwell l'avaient coincé dans le parking souterrain de son immeuble de bureau. Le souvenir de cette rencontre fit trembler ses mains alors qu'il versait une autre dose de whisky dans un verre depuis une bouteille bon marché qu'il avait achetée dans une station-service. « Tu as le choix, Anderson », avait dit le plus grand des 2 hommes, sa voix étant conversationnelle, malgré le pistolet appuyé contre les côtes de Thomas. « Paye les 2 millions que tu dois d'ici vendredi,
ou nous serons payés d'une autre manière. Blackwell s'intéresse particulièrement à tes jolies petites filles. Beaucoup de malades sont prêts à payer pour des enfants comme ça. Des triplés identiques, c'est un produit haut de gamme. Thomas avait vomi juste là dans le garage, ce qui lui avait valu d'être poussé avec dégoût contre le mur de béton. Où le deuxième homme avait ajouté « Tu peux t'en occuper toi-même. Emmène-les dans le désert de l'Ouest, laisse-les là, nous considérerons la dette comme payée. » Leurs chances ne sont pas bonnes, mais meilleures que ce que Blackwell a prévu. « Vous me demandez de tuer mes propres enfants ?» avait murmuré Thomas. Le premier homme avait haussé les épaules, qualifiant cela de « miséricorde ». Les tuer ne serait pas faux. De plus, peut-être que quelqu'un les trouve, maigre chance, mais pas nulle. Avec nous, il n'y a aucune chance qu'elle revoie la lumière du soleil. Thomas avait passé les 2 jours suivants à essayer frénétiquement de réunir l'argent, en faisant appel à toutes les faveurs, en offrant tout ce qu'il possédait, mais son crédit était ruiné, sa réputation en lambeaux et aucune banque légitime ne voulait le toucher. Il s'était même rendu à la police, mais était reparti sans déposer de plainte. Lorsque le détective avait évoqué la possibilité de confier ses filles au service de protection de l'enfance, par mesure de sécurité, l'idée que ses filles soient placées en famille d'accueil, séparées les unes des autres, lui était insupportable, mais pas autant que de les imaginer aux mains du réseau de trafic humain de Blackwell. Il avait donc fait son choix, le désert, au moins là-bas, elles avaient. Guardian, le berger allemand, avait été un dernier élément désespéré du plan de Thomas. Il connaissait l'entraînement du chien, son instinct protecteur, son lien presque surnaturel avec les filles. Si quelqu'un pouvait les maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours, c'était Guardian. Thomas avait même oublié de fermer la fenêtre, espérant de tout son cœur, priant, que le chien le suive. Quand il réalisa ce qui se passait. Maintenant, Thomas vida son verre de whisky et glissa le pistolet dans sa ceinture. Il ne l'utiliserait pas sur lui-même, pas encore. Il s'assurerait d'abord que Blackwell et ses hommes ne puissent plus jamais menacer un autre enfant dans le désert. Guardian avait conduit les triplés à une grotte peu profonde formée par un énorme rocher appuyé contre une paroi de grès. Elle n'était pas profonde, mais elle offrait un abri contre le vent qui avait commencé à se lever au coucher du soleil. Plus important encore, elle les aiderait à conserver la chaleur corporelle pendant la nuit désertique dangereusement froide. La patte du berger avait enflé à cause de la morsure de serpent, rendant chaque pas douloureux, mais il ne montra aucun signe de détresse alors qu'il inspectait soigneusement leur abri. Son entraînement militaire comprenait la recherche d'engins explosifs improvisés et d'autres dangers. Maintenant, il appliquait les mêmes compétences pour s'assurer qu'aucun scorpion ou serpent n'avait élu domicile dans leur refuge temporaire. Satisfait que l'endroit soit sûr, il rassembla les filles à l'intérieur, se positionnant à l'entrée où il pouvait surveiller tout en leur fournissant de la chaleur. Olivia, faisant preuve d'une sagesse qui dépassait ses 3 ans, ramassa de petites pierres et les disposa en cercle, comme elle avait vu son père le faire lors de leur voyage de camping l'été précédent. « Il nous faut un feu », expliqua-t-elle à ses sœurs, bien qu'elle n'ait aucun moyen d'en créer un. Emma s'assit lourdement, l'épuisement évident dans ses épaules affaissées. « J'ai froid », dit-elle, ses dents commençant à claquer alors que la température chutait à une vitesse alarmante. Sophie, la plus silencieuse des 3, avait observé Guardian attentivement. Maintenant, elle s'approcha de lui, posant sa petite main sur sa patte blessée. « Guardian a mal », annonça-t-elle solennellement. Le berger autorisa le contact doux, bien que la zone soit douloureusement sensible. Au cours de ses années de service militaire, il avait appris à compartimenter la douleur, à continuer à fonctionner malgré les blessures. Mais le venin contrecarrait cet entraînement, le rendant léthargique et envoyant des vagues de feu dans ses veines. Olivia rejoignit sa sœur, examinant la blessure avec l'expression sérieuse d'un enfant imitant les adultes. « Papa m'a montré les morsures de serpent, » dit-elle. « Il faut que ce soit propre et se reposer. » Guardian ne comprenait aucun des mots, mais les mains douces communiquaient de l'inquiétude. Il lécha une fois la joue d'Olivia, puis reporta son attention sur le désert qui s'obscurcissait au-delà de leur abri. Le repos était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, alors que les prédateurs nocturnes commençaient à s'agiter à 80 km de là. Martha Johnson parcourait le terrain dangereux avec l'assurance de quelqu'un qui est né dans le désert. Le morceau de tissu rose l'avait dynamisé, confirmant son intuition. Elle avançait avec détermination, suivant maintenant des signes invisibles à l'œil non averti, de subtils remous dans le sable, des brindilles cassées sur la végétation clairsemée, le comportement de la faune locale. À la tombée de la nuit, elle établit à contre-cœur un campement, sachant que continuer sans lumière serait dangereux, même pour elle. Elle alluma un petit feu,
dont les flammes projetaient des ombres dansantes contre les parois du canyon. Après un repas simple composé de viande séchée et de fruits secs, elle s'enveloppa dans sa couverture et fixa le ciel étoilé. « Caroline, murmura-t-elle à sa fille décédée depuis longtemps. Si tes enfants sont là-bas, aide-moi à les trouver. » Le désert n'apporta aucune réponse au-delà du murmure du vent à travers les pierres anciennes. À Phoenix, la détective Sarah Reynolds avait constitué une équipe spéciale en un temps record, galvanisée par la découverte des liens financiers de Thomas Anderson avec Victor Blackwell, un trafiquant d'êtres humains présumé sur lequel le service enquêtait depuis des mois. Nous pensons que les filles d'Anderson, Olivia, Emma et Sophie, âgées de 3 ans, ont peut-être été abandonnées dans le secteur ouest du désert de Sonora, informa TL les officiers rassemblés. Le véhicule d'Anderson a été capturé par une caméra de circulation se dirigeant vers l'ouest sur l'autoroute 60 hier matin, mais nous n'avons plus aucun signe de lui ni des enfants depuis. Elle épingla des photos des triplés au tableau, 3 petites filles identiques avec des cheveux blonds et des yeux bleus souriant à l'appareil photo dans des robes de Noël assorties. À côté d'elle, elle plaça une photo de Guardian, le berger allemand qui avait également disparu. C'est le chien de la famille, un ancien animal de service militaire entraîné à la protection et au pistage. Il est peut-être avec les enfants, ce qui pourrait améliorer considérablement leurs chances. Le shérif Miller, qui avait rejoint l'équipe spéciale en apprenant le lien avec la vision de Martha, leva la main. Nous avons une résidente locale, Martha Johnson, qui a signalé avoir senti des enfants en détresse dans la région de Western Canyon tôt ce matin. Elle est expérimentée dans la survie dans le désert et connaît le terrain mieux que quiconque. Elle est déjà partie à leur recherche, bien que nous ayons perdu le contact avec elle. Alors que plusieurs officiers échangeaient des regards sceptiques à la mention de « sentir des enfants », Sarah les ignora. « Nous coordonnerons les schémas de recherche avec l'équipe du shérif Miller », décida TL. La surveillance par hélicoptère commence aux premières lueurs du jour. D'ici là, nous établirons un périmètre et préparerons les équipes au sol. Alors que la réunion se dispersait, le shérif Miller approcha Sarah en privé. « Il y a autre chose que vous devriez savoir », dit-il à voix basse. Le nom complet de Martha Johnson est Martha Johnson Mitchell. Elle l'a repris après son divorce. Sa fille était Caroline Mitchell. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent en établissant le lien. Caroline Mitchell Anderson, la défunte épouse de Thomas. Le shérif acquiesça d'un air sombre. Martha n'a aucune idée que ses petits-enfants sont là-bas. Elle ne les a même jamais rencontrés. Caroline a rompu les liens avec sa mère il y a des années. Nous avons donc une grand-mère qui recherche des petits-enfants dont elle ignore l'existence, murmura Sarah. Tout cela ne cesse de se compliquer. La nuit était complètement tombée sur le désert, transformant le paysage brûlant en un terrain vague glacial. À l'intérieur de leur grotte peu profonde, les triplés étaient blottis les unes contre les autres pour se réchauffer, leurs petits corps frissonnant malgré la présence de gardiens à leur côté. « J'ai peur », murmura Emma, sa voix à peine audible au-dessus du vent hurlant qui avait pris de la force à la tombée de la nuit. « Souviens-toi de ce que papa nous a appris, » dit Olivia, essayant de paraître courageuse. « Quand tu as peur, compte les étoiles. » Les 3 petites filles inclinèrent la tête vers l'entrée de la grotte où un morceau de ciel nocturne restait visible. Elles commencèrent à compter ensemble, leur voix, un doux contrepoint au son nocturne du désert, 1, 2, 3. Les oreilles de Guardian se dressèrent soudainement vers l'avant, son corps se tendit. Quelque chose bougeait là-bas, hors de portée des sens humains, mais clair pour son ouïe fine. Le berger se leva silencieusement, ignorant la douleur dans sa patte, et se dirigea vers l'entrée de la grotte. Un gardien, appela doucement Sophie, remarquant son changement de posture. Le chien ne montra aucun signe qu'il avait entendu, son attention fixée sur l'obscurité. Un grognement sourd commença au fond de sa poitrine alors que ses yeux distinguaient des formes se déplaçant dans la nuit, des coyotes, une petite meute de 3 ou 4, attirée peut-être par l'odeur de son sang provenant de la blessure causée par le serpent. Au sommet de sa forme, Guardian aurait pu affronter la meute sans hésitation. Maintenant affaibli par le venin et la déshydratation, il était moins certain du résultat. Mais il n'était pas question de ce qu'il ferait. Ses enfants étaient à lui de protéger, une responsabilité qui allait au-delà de l'entraînement, au-delà des ordres humains. Alors que le premier coyote apparaissait à la limite de la visibilité, les yeux brillants à la lumière des étoiles, Guardian s'éloigna de l'entrée de la grotte, détournant l'attention des prédateurs des enfants. Sa posture communiquait un défi, un message clair aux canidés sauvages pour atteindre la grotte, il devrait d'abord le traverser. Dans la chambre de motel, Thomas Anderson se préparait à la guerre.
Avec la froide précision d'un homme qui n'a plus rien à perdre, il démonta son pistolet, nettoya chaque pièce méthodiquement, puis le remonta avec des mains entraînées. Le père de Caroline était un passionné d'armes à feu, insistant pour enseigner à Thomas une manipulation appropriée, même si Thomas n'avait jamais manifesté d'intérêt pour les armes à feu. « Merci, Édouard », murmura-t-il à son beau-père décédé depuis longtemps alors qu'il vérifiait les munitions une dernière fois. À côté de l'arme se trouvaient les résultats de la collecte de renseignements de sa journée, des documents de propriété montrant un entrepôt appartenant à l'une des sociétés écrans de Blackwell, des photos de surveillance que Thomas avait prises lui-même d'hommes allant et venant, une carte dessinée à la main de l'intérieur basée sur les permis de construire déposés auprès de la ville. Thomas n'était pas un héros. Il n'avait jamais servi dans l'armée, n'avait jamais été dans un vrai combat, n'avait jamais tiré sur quoi que ce soit de plus menaçant qu'une cible en papier. Mais il était un père qui avait commis l'impardonnable et il préférait mourir en essayant de réparer son erreur plutôt que de vivre avec ce qu'il avait fait. Il glissa le pistolet dans un étui d'épaule caché sous sa veste, empocha les munitions supplémentaires et prit ses clés de voiture. Demain, l'opération de Blackwell prendrait fin, d'une manière ou d'une autre. Ce soir, il s'assurerait que les autorités aient tout ce dont elles ont besoin pour retrouver ses filles, qu'ils survivent ou non. Il ouvrit son ordinateur portable et rédigea un email détaillé à la détective Reynolds incluant tout ce qu'il savait sur Blackwell, les menaces contre ses filles et, plus important encore, l'endroit exact où il avait laissé les filles dans le désert. Il programma l'envoi automatique de l'email dans 8 heures, suffisamment de temps pour qu'il affronte Blackwell, mais pas si longtemps que cela mettrait davantage en danger ses enfants s'il échouait. « Je suis tellement désolé, mes anges », murmura-t-il en regardant la photo de ses filles qu'il gardait dans son portefeuille. « Papa a fait une terrible erreur, mais Guardian vous gardera en sécurité jusqu'à l'arrivée des secours. » Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Thomas ignorait que 2 hommes l'observaient depuis une berline garée de l'autre côté de la rue, la police d'assurance de Blackwell, s'assurant que Thomas respectait leur accord. « Il est en mouvement », dit l'un dans un téléphone portable. « On dirait qu'il ne retourne pas dans le désert. Voulez-vous que nous l'interceptions ?» La voix qui répondit appartenait à Victor Blackwell lui-même. « Non, suivez-le. S'il va à la police, éliminez-le. Sinon, voyons ce que notre père désespéré fera ensuite. » Les hommes démarrèrent leur moteur, prêts à suivre Thomas dans la nuit, ignorant qu'il mettait en marche l'acte final d'une tragédie ou peut-être d'un miracle qui avait commencé au moment où Guardian avait sauté de la voiture de Thomas pour se tenir aux côtés de 3 enfants abandonnés dans le désert impitoyable. Guardian resta sur ses positions alors que les coyotes encerclaient, leur corps maigre se faufilant à travers les ombres comme une obscurité liquide. La douleur dans sa patte était devenue une préoccupation lointaine, supplantée par l'instinct protecteur qui avait été à la fois cultivé et entraîné en lui. En Afghanistan, il avait fait face à des menaces pires que des chiens sauvages, mais jamais avec une cargaison aussi précieuse qui dépendait de lui. Le coyote de tête, un mâle marqué par les combats, s'avança avec le respect prudent d'un prédateur reconnaissant un autre. Les poils du cou de Guardian se hérissèrent, ses dents dénudées, dans un avertissement silencieux. Le message était clair, avancez à vos risques et périls. À l'intérieur de la grotte peu profonde, Olivia avait rassemblé ses sœurs plus près, un bras autour de chaque jumelle. Bien qu'elle n'ait que 3 ans, elle sentait le danger à l'extérieur. « Chut !» murmura-t-elle, bien qu'Emma et Sophie n'aient pas fait de bruit. Toutes les 3 regardaient avec de grands yeux la silhouette de Guardian se dressant contre le ciel étoilé du désert. L'impasse dura plusieurs minutes, une négociation silencieuse entre les canidés sauvages et domestiqués. Finalement, le coyote de tête se détourna, signalant la retraite à sa meute. La nourriture était abondante dans le désert. Aucun repas ne valait la peine de défier le gardien féroce qui sentait à la fois l'ascendance du loup et la protection humaine. Guardian resta vigilant jusqu'à ce que les coyotes aient disparu dans l'obscurité, leurs appels jappants s'évanouissant dans la nuit. Ce n'est qu'alors qu'il retourna à la grotte, boitant plus lourdement qu'avant. La confrontation avait épuisé ses réserves déjà épuisées. Emma tendit la main alors qu'il s'installait à leur côté, sa petite main caressant doucement sa fourrure. « Bon chien » murmura-t-elle, la simple louange portant tout l'amour que son cœur de 3 ans pouvait exprimer. Le berger se pencha brièvement sur le contact avant de se positionner à nouveau à l'entrée de la grotte, son corps créant une barrière vivante entre les enfants et les dangers extérieurs. Il ne dormirait pas cette nuit. Le désert recelait trop de menaces et le venin dans son système rendait le repos dangereux. S'il dormait, il pourrait ne pas se réveiller. À des kilomètres de là, Thomas Anderson gara sa voiture sur le trottoir à 2 pâtés de maison de l'entrepôt de Blackwell.
Il avait remarqué la filature qui le suivait depuis le motel et avait utilisé toutes les techniques de conduite évasive dont il se souvenait des films d'action, finissant par les perdre dans un parking de centre commercial en échangeant de véhicules avec un étudiant qui était plus qu'heureux de prendre $500 et le VUS de luxe de Thomas pour la nuit. Maintenant, dans une Honda Civic en mauvais état qui sentait la restauration rapide et les cigarettes, Thomas observait l'entrepôt à travers des jumelles. 2 gardes armés patrouillaient le périmètre, pas le genre de voyous à louer, mais des hommes avec les yeux durs et la posture alerte de ceux qui sont habitués à la violence. Les mains de Thomas tremblèrent légèrement lorsqu'il posa les jumelles et vérifia son arme une dernière fois. Il n'était pas un héros, pas un agent entraîné, juste un père désespéré qui n'avait plus rien à perdre. Son téléphone vibra avec un message texte. En baissant les yeux, il vit qu'il provenait d'un numéro inconnu. « Nous savons que vous avez changé de voiture. Dernière chance de vous retirer. Rentrez chez vous, oubliez vos filles, vivez ou rejoignez-les dans une tombe peu profonde. » Le message était accompagné d'une photo qui glaça le sang de Thomas, une image satellite de l'endroit exact où il avait laissé ses filles, marquée d'un X rouge. La signification était claire, les hommes de Blackwell savaient où étaient les filles et pouvaient les atteindre à tout moment. Thomas démarra le moteur de la voiture, sa décision était prise, il n'attaquerait pas l'entrepôt ce soir, après tout. Ses filles avaient besoin de lui maintenant, immédiatement. Il conduirait toute la nuit, atteindrait le désert à l'aube et espérerait, prierait, que Guardian les ait gardées en vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 2 opérations de recherche distinctes convergeaient déjà vers ce même endroit, faisant la course contre le temps et les conditions impitoyables du désert. Martha Johnson s'était levée avant l'aube, ses vieux os protestant contre le sol dur où elle avait dormi. Le froid du désert s'était installé profondément dans ses articulations, mais elle avançait avec détermination, rassemblant ses provisions et éteignant les restes de son petit feu. Elle fit une pause, s'agenouillant pour presser sa paume contre la terre, une habitude qu'elle avait développée enfant sous la tutelle de sa mère. « Écoute la terre », lui avait appris sa mère. Elle parle à ceux qui savent comment entendre. Le désert lui dit de se dépêcher, vers le nord-ouest, vers l'ancien canyon où la pluie créait parfois des cascades saisonnières. Quelque chose, quelqu'un attendait là-bas. Martha chargea son sac à dos et commença à marcher, ses yeux scannant constamment le terrain à la recherche de signes. Le morceau de tissu rose qu'elle avait trouvé hier était serré dans sa main comme un talisman, un lien tangible avec les enfants de sa vision. La voix du shérif Miller grésilla sur la radio dans le VUS de la détective Sarah Reynolds alors que leur convoi de véhicules de recherche se dirigeait vers le désert juste après le lever du soleil. Les hélicoptères ont repéré quelque chose à environ 20 km au nord-ouest de notre position, rapporta Teil. Pourrait être un chien et ce qui ressemble à 3 petites silhouettes se réfugiant dans une formation rocheuse. Le cœur de Sarah fit un bond. État ? Impossible de dire de cette altitude. Le pilote dit qu'il ne bouge pas beaucoup, ce qui pourrait être bon ou mauvais. Nous sommes à environ 1 heure en véhicule. Le terrain devient accidenté. Signe d'Anderson ? Négatif. Mais nous avons un autre développement. La patrouille autoroutière a trouvé son VUS abandonné dans un centre commercial à Phoenix la nuit dernière. Il a changé de véhicule et le camion de Martha Johnson a été repéré se dirigeant vers le canyon ouest tôt ce matin. Sarah traita ces informations alors qu'elle naviguait sur le terrain de plus en plus difficile. Nous avons donc le père des enfants qui se dirige potentiellement vers eux, leur grand-mère éloignée qui les recherche déjà, et les enfants eux-mêmes bloqués avec un chien qui peut ou non les protéger. Cela résume à peu près tout, acquiesça Miller. De plus, quelle que soit l'implication de Blackwell dans tout cela, mes adjoints ont perquisitionné l'une de ses propriétés la nuit dernière en fonction des informations que vous avez partagées. L'endroit était nettoyé, mais ils ont trouvé des preuves d'activité récente. Il est en fuite, conclut Sarah. La question est, va-t-il essayer de régler ses comptes avant de disparaître ? Le silence du shérif en disait long. À l'intérieur de la grotte, les triplés avaient finalement succombé à l'épuisement, dormant en un tas blotti comme des chiots tirant de la chaleur les uns des autres. Guardian maintint sa veille malgré sa condition qui se détériorait. Le venin de serpent se frayait un chemin dans son système, brouillant sa vision et rendant sa respiration laborieuse. Pourtant, ses oreilles restaient aiguisées, captant le son faible mais indubitable de véhicules approchant. Ami ou ennemi, il ne pouvait pas le déterminer, mais toute présence humaine représentait à la fois une aide potentielle et une menace potentielle pour ses protégés. Avec un effort douloureux, Guardian se leva, boitant jusqu'à l'endroit où les filles dormaient et réveilla doucement Olivia. La triplée aînée cligna des yeux, momentanément confuse. Guardian, murmura-t-elle, puis remarqua sa posture alerte.
Qu'est-ce qu'il y a, bon garçon? Le berger tourna la tête vers l'entrée de la grotte, les oreilles dressées, le corps tendu mais pas agressif. Quelqu'un arrivait. Olivia sembla comprendre, secouant ses sœurs pour les réveiller avec une douceur surprenante. Quelqu'un arrive, murmura-t-elle, peut-être papa. Emma se redressa immédiatement, l'espoir illuminant ses traits déshydratés. Papa revient. Sophie resta silencieuse, ses yeux pensifs se déplaçant de Gardian à l'entrée de la grotte. Des trois, elle avait toujours été la plus intuitive, celle qui semblait le mieux comprendre Gardian. Papa, dit-elle finalement, avec la simple certitude d'un enfant, énonçant un fait évident, quelqu'un d'autre. Gardian confirma son évaluation avec un gémissement doux. Les véhicules approchant ne portaient pas le parfum familier de Thomas Anderson. C'étaient des étrangers et bien qu'ils puissent apporter des secours, l'entraînement militaire du berger lui avait appris à ne faire confiance à personne tant que leurs intentions n'étaient pas prouvées. Il se positionna devant les enfants, sa posture protectrice mais pas ouvertement agressive. Si ces nouveaux venus avaient de mauvaises intentions, ils le trouveraient un obstacle redoutable, malgré sa blessure. S'ils apportaient de l'aide, il leur permettrait d'approcher sous son œil vigilant. Thomas Anderson conduisit toute la nuit, poussant la Honda empruntée à ses limites sur les autoroutes désertiques vides. Son esprit était rempli de scénarios, chacun plus terrifiant que le précédent. Les hommes de Blackwell avaient-ils déjà atteint ses filles? Gardian était-il capable de les protéger? Ces petites filles étaient-elles encore en vie après près de 24 heures dans les conditions extrêmes du désert de Sonora? S'il vous plaît, murmura-t-il à la puissance qui pourrait écouter. Prenez-moi à la place, punissez-moi, mais épargnez mes filles. Le soleil franchissait à peine l'horizon oriental lorsqu'il tourna sur la piste désertique accidentée qui le mènerait à l'endroit où il avait commis l'impardonnable. La Honda n'était pas conçue pour la conduite hors route, son châssis raclant douloureusement contre les rochers, mais Thomas continua, la désespoir remplaçant la prudence. Il était encore à 8 kilomètres de sa destination lorsque la voiture trembla, toussa et mourut, victime du terrain punitif. Thomas frappa ses mains contre le volant de frustration, puis attrapa son sac à dos contenant de l'eau et son arme. Il couvrirait la distance restante à pied, peu importe le temps que cela prendrait. Alors qu'il commençait à marcher, il remarqua un nuage de poussière au loin, des véhicules approchant du nord-ouest, se dirigeant vers le même endroit. Ami ou ennemi, il ne pouvait pas le dire, mais il accéléra le pas, ignorant les ampoules se formant sur ses pieds et le soleil commençant déjà à brûler sa peau exposée. Ses filles avaient besoin de lui. Rien d'autre n'avait d'importance. Martha Johnson marchait depuis des heures, suivant des signes que seule elle pouvait lire, une pierre dérangée ici, une épine de cactus courbée là, la preuve subtile de passage que la plupart négligeraient. Le morceau de tissu rose avait été rejoint par une deuxième trouvaille, une petite chaussette blanche, de taille enfant, accrochée à un buisson épineux. Elle était proche maintenant. Les parois du canyon s'élevaient autour d'elle, offrant une ombre occasionnelle du soleil du matin déjà intense. Martha fit une pause pour boire avec parcimonie à sa gourde, gardant la majeure partie de son eau pour qui que ce soit qu'elle pourrait trouver. Le désert reprenait déjà sa fraîcheur nocturne, la température augmentant à une vitesse alarmante. Un son attira son attention, le ronronnement lointain des pales d'hélicoptères. Levant les yeux, elle aperçut un hélicoptère de recherche tournoyant à environ 1 kilomètre devant, près d'une formation rocheuse distinctive qu'elle connaissait bien. La vieille femme l'appelait les habitants, un rocher qui ressemblait à une silhouette voûtée lorsqu'on le regardait sous le bon angle. Martha sourit d'un air sombre. Son intuition avait été correcte. Elle accéléra le pas, se déplaçant avec l'énergie de quelqu'un de la moitié de son âge, attirée par la certitude et le but. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est qu'elle marchait vers une réunion, 65 ans en préparation, avec des petits-enfants dont elle n'avait jamais su l'existence. Le convoi de recherche avait atteint un point où le terrain devenait impraticable pour les véhicules standards. Le shérif Miller et la détective Reynolds, ainsi que 4 adjoints et un ambulancier, continuèrent à pied, suivant les instructions de l'hélicoptère à travers leur radio. « Jusqu'où » demanda Sarah, ajustant son chapeau à large bord contre le soleil du matin. « Environ 800 mètres », répondit le shérif Miller, consultant le GPS sur son téléphone. Le pilote dit que le chien se tient maintenant à l'entrée d'une petite grotte, semble alerte mais pas agressif. C'est bon signe, commenta l'ambulancier. Si les enfants étaient. Il ne termina pas la phrase, mais tout le monde comprit. Si le pire était arrivé, le comportement du chien serait probablement différent. Sarah acquiesça, essayant de maintenir une distance professionnelle malgré les images qui ne cessaient de s'imposer,
3 petites filles seules dans ce paysage rude, effrayées et souffrant. Elle avait des nièces à peu près du même âge et l'idée qu'elle soit dans une telle situation lui serrait l'estomac. « Shérif » appela l'un des adjoints, pointant vers le sud-est. « Nous avons quelqu'un qui approche à pied, un homme adulte se déplaçant rapidement. » Miller leva ses jumelles. « C'est Anderson » confirma-t-il, sa voix se durcissant. « Sarah, vous et 2 adjoints continuez vers les enfants. Carson et moi intercepterons Anderson. » Sarah voulait protester, Anderson était son affaire, mais le bien-être des enfants primait. Elle acquiesça brusquement et continua vers la formation rocheuse avec l'ambulancier et les adjoints restants. Alors qu'ils contournaient un virage dans le canyon, l'hélicoptère plana brièvement au-dessus avant de s'écarter, leur donnant une voie dégagée. Et là, comme on l'avait signalé, se tenait un grand berger allemand à l'entrée d'une grotte peu profonde. Sa posture, alerte mais non menaçante. Même de loin, Sarah pouvait voir que le chien était en détresse, une patte soigneusement soulevée du sol, sa respiration laborieuse, mais ses yeux étaient clairs et intelligents, évaluant les humains approchant avec un examen attentif. « Ces gardiens, dit-elle à son équipe. Avancez lentement, laissez-le voir que nous ne sommes pas une menace. » Alors qu'ils approchaient, Sarah aperçut un mouvement à l'intérieur de la grotte, une petite tête blonde regardant derrière la posture protectrice du chien. Puis une autre et une troisième, 3 visages identiques, brûlés par le soleil et sales, mais indubitablement vivants. Les triplés avaient survécu à la nuit dans le désert, protégés par leurs fidèles gardiens. Mais leur épreuve n'était pas encore terminée. Les hommes de Blackwell étaient toujours là-bas. Thomas Anderson était intercepté par les forces de l'ordre et Martha Johnson était sur le point de découvrir que les enfants de sa vision étaient les petits-enfants dont elle n'avait jamais su l'existence. Et Gardian, restant sur ses positions malgré la douleur et l'épuisement, faisait face au plus grand test de sa loyauté, déterminant à qui de ces étrangers approchants pouvaient être confiés ses précieux protégés. La tempête de sable apparut sans avertissement, un mur brun lointain balayant le sol du désert avec une vitesse effrayante. La détective Sarah Reynolds avait déjà vu des tempêtes du désert, mais jamais une qui se matérialisait si soudainement ou se déplaçait si rapidement. Un instant, le ciel était bleu clair, l'instant d'après, une masse tourbillonnante de poussière et de débris fonçait vers eux, obscurcissant tout sur son passage. « Tout le monde à couvert » cria-t-elle à son équipe, reculant déjà vers la grotte où Gardian se tenait avec les triplés. « Nous devons mettre les enfants à l'abri maintenant. » Le berger allemand sembla comprendre le danger imminent. Malgré sa blessure, il se déplaça avec une détermination renouvelée, guidant les petites filles plus profondément dans la grotte peu profonde. Sarah et le secouriste atteignirent l'entrée au moment où les premières rafales de vent frappèrent, transportant des particules de sable piquantes qui ressemblaient à des aiguilles sur la peau exposée. « Bonjour », dit doucement Sarah, s'agenouillant à l'entrée de la grotte pour paraître moins menaçante pour le chien et les enfants. « Je m'appelle détective Reynolds. Nous sommes ici pour vous aider. » 3 paires d'yeux bleus identiques la regardèrent avec prudence derrière la forme protectrice de Gardian. Le berger n'avait pas relâché sa posture vigilante, bien qu'il ne fit aucun mouvement pour empêcher Sarah d'entrer dans l'abri. Il était en train d'évaluer, de déterminer si ces nouveaux venus représentaient la sécurité ou le danger. Ce fut la triplée du milieu, celle en robe rose, qui parla la première. « Est-ce que vous nous emmenez chez papa » demanda-t-elle, sa voix rauque à cause de la déshydratation. Sarah hésita, ne voulant pas mentir, mais ne voulant pas non plus expliquer que leur père était actuellement détenu par le shérif Miller. « Nous allons vous emmener dans un endroit sûr, dit-elle à la place, mais d'abord, notre ami ici doit vérifier que vous allez bien. » Elle fit un geste vers le secouriste qui s'était agenouillé à côté d'elle avec sa trousse médicale. Gardian observa attentivement alors que le secouriste ouvrait lentement son sac. L'entraînement militaire du berger l'avait familiarisé avec les secouristes et leur équipement. Il reconnut le but, sinon l'individu spécifique, et sa posture se détendit légèrement, assez pour que le secouriste puisse le dépasser vers les enfants. « Salut » dit le secouriste, sa voix joyeuse malgré le vent hurlant à l'extérieur. « Je suis Samedi, pouvez-vous me dire vos noms ?»« Je suis Olivia » dit la triplée en bleu, assumant le rôle de porte-parole. « C'est Emma » dit-elle en pointant celle en rose, et c'est Sophie, indiquant la 3e sœur en jaune. « Nous avons 3 ans. » « C'est très grand » répondit Sam prudemment, vérifiant le pouls d'Emma. « Vous devez être très courageuse d'être restée dehors toute la nuit. »« Gardian nous a protégés » dit Sophie doucement, tendant la main pour toucher la fourrure du berger. « Il est blessé. Un serpent l'a mordu. » Sam hocha la tête, continuant son examen des enfants tout en parlant sur le même ton calme.
Nous allons aider Gardian aussi. Pouvez-vous me montrer où le serpent l'a mordu? À l'extérieur de la grotte, la tempête de sable avait atteint sa pleine fureur. Les deux adjoints qui avaient accompagné Sarah et Sam avaient à peine eu le temps de se rendre à l'abri et se tenaient maintenant à l'entrée, le dos au vent mordant, créant une barrière humaine contre le pire de la tempête. La radio de Sarah crépita de statique avant que la voix du shérif Miller ne se fasse entendre. « Reynolds, vous me recevez. » Elle appuya sur le bouton de conversation. « Je vous reçois, shérif. Nous avons atteint les enfants. Les trois sont en vie, déshydratés mais stables. Le chien est blessé, morsure de serpent. Selon les enfants, nous nous abritons de la tempête. Quel est votre état? Nous avons Anderson. Il s'est rendu sans incident quand nous lui avons expliqué que nous avions trouvé ses filles. Nous nous abritons dans un affleurement rocheux à environ 800 mètres au sud-est de votre position. Sarah ressentit une vague de soulagement. Au moins, il n'aurait pas à faire face à un père désespéré tentant d'atteindre ses enfants pendant une tempête de sable. Avez-vous des nouvelles de notre autre chercheur, Martha Johnson? Il y eut une pause avant que Miller ne réponde, sa voix serrée d'inquiétude, négatif. La dernière observation depuis l'hélicoptère avant qu'il ne doive se retirer la montrait à environ 400 mètres de votre position, se déplaçant vers le nord-ouest. Puis la tempête a frappé. Nous avons perdu le contact visuel. Sarah ferma brièvement les yeux, imaginant la femme âgée prise au dépourvu pendant la tempête de sable. Martha était expérimentée en matière de survie dans le désert, mais cette tempête s'était matérialisée avec une rapidité inhabituelle, prenant même l'équipe de recherche par surprise. Nous allons garder un œil ouvert, promit-elle. Combien de temps cette tempête est-elle censée durer? Le service météorologique dit qu'elle pourrait se dissiper en 1 heure ou qu'elle pourrait stagner et durer jusqu'au soir. Impossible de prédire. Restez où vous êtes et gardez les enfants en sécurité. Nous nous regrouperons quand elle passera. Alors que Sarah remettait la radio à sa ceinture, elle remarqua que Gardian s'était déplacé vers l'entrée de la grotte, son attention fixée sur le sable tourbillonnant à l'extérieur, malgré la douleur évidente dans sa patte blessée. Son comportement lui rappelait le chien de recherche de son partenaire, qui alertait parfois sur des choses que les humains ne pouvaient pas encore percevoir. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle doucement, se déplaçant pour se tenir à côté de lui. Gardian ne donna aucune indication qu'il l'avait entendu, son attention restant inébranlable. Puis, à la surprise de Sarah, Sophie apparut à ses côtés, l'expression de la plus calme des triplés solennelle alors qu'elle fixait également la tempête. « Quelqu'un arrive » annonça la petite fille avec une certitude absolue. Sarah scruta le maelstrom de sable et de poussière, ne voyant que le contour ombragé occasionnel de la végétation désertique fouettée par le vent. « Je ne vois personne », Sophie pointa simplement son petit doigt, indiquant une direction plutôt qu'une présence visible. Là-bas, le nez de Gardian. Avant que Sarah ne puisse répondre, le berger se précipita soudainement hors de la grotte, disparaissant dans le sable tourbillonnant avec une rapidité surprenante, malgré sa blessure. « Gardian » s'écria Olivia avec alarme, tentant de suivre avant que Sarah ne l'attrape doucement par les épaules. « Restez ici » ordonna fermement la détective. « Ce n'est pas sur dehors. » L'un des adjoints détacha sa lampe de poche, se préparant à suivre le chien, mais Sarah secoua la tête. « Nous ne pouvons pas risquer de nous séparer dans cette situation. Les enfants sont notre priorité. » À l'intérieur de la grotte, Sam avait terminé son évaluation initiale des triplés. Elles sont déshydratées et ont des coups de soleil, mais elles sont remarquablement stables, rapporta-t-il doucement à Sarah. C'est incroyable qu'elles aient survécu à la nuit sans problème grave. Ce chien a dû leur trouver de l'eau. Sarah hocha la tête, se souvenant de la source mentionnée dans la description de Martha de cette région. Gardian avait non seulement protégé les enfants des prédateurs, mais les avait également conduites à l'eau, la différence entre la vie et la mort dans le désert. « Qu'en est-il de la morsure de serpent du chien » demanda-t-elle. Sam fronça les sourcils. « Sans la voir, je ne peux pas dire avec certitude, mais si cela s'est produit hier et qu'il est toujours mobile, il se peut que ce ne soit pas une dose mortelle. Pourtant, il a besoin de soins bientôt. » Dehors, le vent diminua momentanément, créant une brève poche de visibilité. Sarah s'avança prudemment jusqu'à l'entrée de la grotte, scrutant la tempête. Pendant un instant, elle crut voir un mouvement, une forme sombre se déplaçant avec détermination à travers le sable tourbillonnant. Puis le vent augmenta à nouveau et tout ce qu'elle avait aperçu disparut dans le beige indistinct. 10 minutes passèrent sans aucun signe de Gardian. Les triplés se blottirent ensemble sur une couverture fournie par Sam,
sirotant prudemment de l'eau de bouteille, leurs yeux fixés sur l'entrée de la grotte avec des expressions inquiètes. « Il reviendra », dit Emma avec une confiance enfantine. Gardian revient toujours. Comme si elle était convoquée par sa foi, une forme apparut à l'entrée, mais ce n'était pas Gardian seul. Le berger allemand entra lentement dans la grotte en boitant, et à côté de lui marchait une femme âgée, ses vêtements couverts de poussière, un foulard coloré enroulé autour de son visage contre le sable mordant. Martha Johnson les avait trouvés, ou, plus précisément, Gardian avait trouvé Martha. Le berger guida la femme âgée vers les enfants avant de s'effondrer à côté d'eux, son énergie finalement épuisée. Martha dénoua le foulard de son visage, révélant des traits burinés et des yeux noirs perçants qui se déplaçaient avec émerveillement sur les 3 visages identiques devant elle. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Les yeux de Caroline. Sarah s'avança. « Martha Johnson, je suis la détective Sarah Reynolds, êtes-vous blessée ?» Martha secoua la tête, incapable de détourner le regard des triplés. « Je me suis perdue dans la tempête. J'aurais eu de sérieux ennuis si ce brave garçon ne m'avait pas trouvé. » Elle fit un geste vers Gardian, qui était allongé haletant sur le sol de la grotte, ses yeux à moitié fermés d'épuisement. Olivia avait étudié la nouvelle venue avec l'intensité que seul un enfant peut maîtriser. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle directement. Martha s'agenouilla lentement, ses vieux genoux protestant contre le mouvement. « Je m'appelle Martha, je crois. » Elle fit une pause, sa voix s'étranglant. « Je crois que je suis votre grand-mère. » À 1,5 kilomètre de là, Thomas Anderson était assis dans le VUS du shérif Miller, menotté mais coopératif. À travers les fenêtres du véhicule couvertes de poussière, il ne pouvait voir que peu du désert environnant, mais ses pensées étaient fixées sur ses filles, se demandant si elles avaient survécu à la nuit, si Gardian les avait protégées, si elles lui pardonneraient un jour ce qu'il avait fait. « Mes filles, dit-il soudainement, brisant le silence tendu. Est-ce qu'elles vont vraiment bien ?» Le shérif Miller, qui mettait à jour son service par radio, jeta un coup d'œil à Thomas avec un mélange de détachement professionnel et de dégoût personnel. Selon la détective Reynolds, elles sont déshydratées mais stables. Votre chien les a protégées. Thomas ferma les yeux, une larme s'échappant malgré ses efforts pour garder son sang-froid. Gardian, murmura-t-il. Bon garçon. Voulez-vous me dire pourquoi un promoteur immobilier prospère abandonne ses filles de 3 ans dans le désert, demanda Miller, son ton conversationnel malgré la gravité de la question. Thomas ouvrit les yeux, rencontrant directement le regard du shérif. J'ai fait un pacte avec le diable, dit-il simplement, et quand il est venu prendre son dû, j'ai dû choisir entre le mal et le pire. Victor Blackwell, affirma Miller plutôt que de demander. Thomas hocha la tête. Je lui devais de l'argent, beaucoup d'argent. Il a menacé d'eux. Il ne put terminer la phrase, l'horreur des menaces de Blackwell étant encore trop vive. Alors vous avez choisi de les laisser dans le désert plutôt que de les lui remettre, conclut Miller. Certains pourraient appeler cela un calcul froid, d'autres pourraient appeler cela une tentative désespérée de leur donner une chance. Je savais que Gardian resterait avec elle, dit doucement Thomas. C'est un chien militaire à la retraite entraîné pour les conditions désertiques. J'ai prié pour que quelqu'un les trouve. Avant de s'interrompre à nouveau. Le shérif l'étudia pendant un moment. Votre prière a été exaucée, mais vous faites toujours face à des accusations. Thomas hocha la tête, acceptant cette réalité. Je mérite toutes les punitions qui s'ensuivent, mais Blackwell, il est toujours là, toujours une menace pour mes filles. Nous y travaillons, lui assura Miller. Vos informations ont été utiles, mais en ce moment, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos filles est de coopérer pleinement et de nous dire tout ce que vous savez sur les opérations de Blackwell. À l'intérieur de la grotte, Martha Johnson avait pris le relais des soins à Gardian pendant que Sam continuait de surveiller les triplés. La femme âgée travaillait avec une efficacité tranquille, nettoyant la morsure de serpent avec des fournitures de son sac et appliquant une bouillie à base de plantes du désert qu'elle avait cueillies lors de sa recherche. Vieux remède Navajo, expliqua-t-elle à Sarah, qui regardait avec un intérêt sceptique. Ne remplacera pas des soins vétérinaires appropriés, mais cela aidera à extraire le venin restant et à soulager la douleur. Gardian se soumit à ces soins avec une confiance surprenante, comme s'il reconnaissait un esprit apparenté, un autre protecteur qui comprenait le désert et ses voies. Les triplés regardaient depuis leur couverture, sirotant toujours de l'eau sous la surveillance attentive de Samedi. Leur lassitude initiale envers Martha avait fait place à la curiosité, surtout après qu'elle eut affirmé être leur grand-mère. « Connaissiez-vous notre maman » demanda Sophie, brisant sa réserve habituelle.
Les mains de Martha s'immobilisèrent momentanément sur la patte de Gardien. Oui, chérie, Caroline était ma fille, votre mère. Papa dit que maman est au paradis, offrit Emma. Elle est morte quand nous sommes nés. Martha hocha la tête, retenant ses larmes. C'est vrai. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Nous avons eu un désaccord il y a de nombreuses années et nous avons perdu contact. Je ne savais même pas qu'elle m'avait donné 3 magnifiques petites filles. C'est triste, déclara Olivia avec l'honnêteté directe d'un enfant. Papa est triste pour maman aussi. Parfois, il pleure quand il pense que nous dormons. Martha reprit son travail sur la patte de Gardien, utilisant cette activité pour masquer sa réponse émotionnelle. J'en suis sûr, ma petite. Votre mère était très spéciale. Sarah, qui avait surveillé la tempête depuis l'entrée de la grotte, se tourna vers le groupe. Le vent commence à faiblir. La visibilité s'améliore. Une fois que le secouriste aura autorisé les enfants à voyager, nous évacuerons vers l'établissement médical le plus proche. Qu'en est-il de Gardien ? Demanda immédiatement Sophie, son inquiétude évidente. Il a besoin d'un docteur aussi. Et qu'en est-il de papa ? Ajouta Emma, sa lèvre inférieure tremblant. Sarah échangea un regard avec Sam, incertaine de la façon d'expliquer la situation compliquée à des enfants de 3 ans. Martha la sauva de devoir répondre. Gardien recevra les meilleurs soins vétérinaires, assura la femme âgée à Sophie. Et votre père ? Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Votre père a commis une erreur, mais il vous aime beaucoup. La police doit lui parler de cette erreur. Cela sembla satisfaire les enfants, du moins temporairement. Sarah s'émerveilla de la capacité naturelle de Martha à communiquer avec les triplés, un instinct de grand-mère, peut-être même après des décennies de séparation de sa propre fille. Alors que la tempête continuait de s'atténuer, Gardien leva soudainement la tête, les oreilles dressées en signe d'alerte. Un grognement sourd grondait dans sa poitrine, attirant l'attention de tous sur l'entrée de la grotte. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sarah, sa main se déplaçant instinctivement vers son arme de service. Le berger se leva avec difficulté, malgré la douce tentative de Martha de le maintenir immobile. Sa posture avait complètement changé, n'étant plus épuisé mais tendu pour l'action. Poil hérissé, dents partiellement découvertes. « Quelqu'un arrive », dit à nouveau Sophie, sa voix calme portant d'une manière ou d'une autre sur le vent qui diminuait. « Des méchants. » Sarah fit signe aux adjoints qui se mirent immédiatement en position défensive. « Restez avec les enfants », ordonna-t-elle à Sam et Martha, sortant son arme alors qu'elle s'approchait de l'entrée de la grotte. À travers le voile de poussière qui s'amincissait, elle put distinguer 2 silhouettes s'approchant du sud-est, des hommes se déplaçant avec détermination, vêtus de vêtements sombres qui se démarquaient dans le paysage désertique. Chacun portait ce qui semblait être un fusil. « Shérif », dit-elle d'urgence dans sa radio. « Nous avons 2 individus armés qui s'approchent de notre position depuis votre direction. Confirmez s'ils sont les vôtres. » La réponse de Miller fut immédiate et alarmante, négatif. Tout notre personnel est comptabilisé. Possibles hommes de Blackwell. Nous nous mobilisons, mais l'aide arriverait trop tard. Les hommes étaient déjà à moins de 50 mètres de la grotte, leurs armes clairement visibles maintenant. Sarah n'avait que 2 adjoints avec elle, une couverture limitée et 5 civils à protéger, 3 enfants, une femme âgée et un chien blessé. Gardien, cependant, avait déjà fait son évaluation de la menace. Malgré sa blessure et son épuisement, le berger se déplaça pour se tenir à côté de Sarah à l'entrée de la grotte, sa posture communiquant un message clair à quiconque voudrait atteindre ceux sous sa protection, ces intrus devraient d'abord passer sur son corps. Le décor était planté pour une confrontation qui testerait le courage et la loyauté de Gardien à sa limite absolue, un dernier rempart pour protéger les enfants qu'il avait veillés depuis le moment où Thomas Anderson avait fait le choix le plus terrible de sa vie. Emmenez les enfants au fond de la grotte, ordonna Sarah à Martha et Sam, sa voix basse et calme, malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Des années d'entraînement policier l'avaient préparé à des situations comme celle-ci, mais jamais avec des civils aussi vulnérables sous sa protection. Martha rassembla rapidement les triplés, ses mains burinées, douces mais fermes, alors qu'elle les guidait plus profondément dans la grotte peu profonde. « Venez, mes petites, murmura-t-elle. Nous devons jouer à un jeu silencieux maintenant. » Mais, Gardien, commença Sophie, ses yeux fixés sur la silhouette de berger à l'entrée. Gardien fait son travail, expliqua doucement Martha. Notre travail est de rester en sécurité et calme. Sam se positionna entre les enfants et l'entrée de la grotte,
son sac médical réaffecté en bouclier improvisé. Cela n'arrêterait pas une balle, mais le geste en disait long sur son caractère. À l'extérieur, les deux hommes armés continuaient leur approche, apparemment inconscients d'avoir été repérés à travers la tempête de sable qui diminuait. Sarah et ses adjoints utilisèrent la formation rocheuse naturelle de la grotte comme couverture, les armes dégainées mais maintenues basses pour éviter une escalade immédiate. « Shérif, quelle est votre heure d'arrivée estimée » murmura Sarah dans sa radio. La réponse de Miller était coupée de tension, 10 minutes minimum. Le terrain nous ralentit. Quelle est votre situation? Deux sujets armés approchent. À environ 37 mètres maintenant. Les armes semblent être des fusils de chasse. Pas de confirmation visuelle, mais probablement les hommes de Blackwell en fonction de leur approche, de leur vecteur et de leur comportement. Tenez bon, si possible. Ne vous engagez pas à moins d'être menacés. Les renforts arrivent. Sarah savait que, tenez bon, était facile à dire à 800 mètres de distance. La réalité de leur situation était bien plus précaire. La grotte offrait une protection limitée, avec une seule sortie actuellement approchée par des hostiles armés. Si ces hommes avaient été envoyés pour nettoyer les fins lâches de Blackwell, ils n'hésiteraient pas à éliminer les témoins, même les enfants. Gardien semblait comprendre la gravité de leur situation. Malgré sa patte blessée et la douleur évidente qu'elle lui causait, le berger restait vigilamment concentré sur la menace qui approchait, son corps tendu mais contrôlé. Sarah avait déjà travaillé avec des chiens policiers, mais jamais un qui affichait une conscience situationnelle aussi claire sans les ordres d'un maître. « Bon garçon » murmura-t-elle, et l'oreille du berger tressaillit légèrement en signe de reconnaissance. Les hommes étaient assez proches maintenant pour que Sarah puisse distinguer leurs traits à travers la poussière qui se déposait, des visages durs, des yeux inexpressifs, scrutant le terrain avec une efficacité pratique. Ils se déplaçaient comme des professionnels, maintenant une distance entre eux pour éviter de présenter une seule cible, utilisant une couverture naturelle lorsque disponible. Pas des criminels communs, alors, mais quelque chose de pire. « C'est la grotte », dit l'homme le plus grand, sa voix portant clairement dans le calme qui suivit la tempête. Blackwell dit « Nettoyage complet, pas de témoins ». Sarah sentit une froide terreur s'installer dans son estomac face à la discussion désinvolte du meurtre. Ces hommes étaient venus tuer 3 enfants et tous ceux qui les protégeaient avec pas plus d'émotion que s'ils avaient été envoyés pour ramasser des ordures. « Je compte 2 adjoints à l'entrée », observa le deuxième homme. « Peut-être plus à l'intérieur. Cela vient de se compliquer. Blackwell paie le triple pour ce travail. Compliqué signifie simplement que nous le gagnons. » Sarah en avait assez entendu. Ces hommes n'allaient pas reculer et l'aide était encore à quelques minutes. Elle devait agir maintenant, alors qu'elle avait encore l'élément de surprise partielle. « Officier de police », lança-t-elle d'une voix impérieuse. « Déposez vos armes et mettez vos mains là où je peux les voir. » Les hommes réagirent instantanément, plongeant à couvert derrière les rochers à proximité. Un coup de feu retentit, la balle frappant l'entrée de la grotte à quelques centimètres de la position de Sarah, envoyant des fragments de roches volés. « Nous avons des enfants ici », cria-t-elle, espérant faire appel à l'humanité que ces hommes pouvaient posséder. La réponse fut un autre coup de feu plus proche cette fois. Ce n'étaient pas des hommes qui se laisseraient influencer par la présence d'enfants innocents. Ils étaient venus éliminer des preuves et ils accompliraient leur tâche, peu importe qui se mettrait en travers de leur chemin. À l'intérieur de la grotte, Martha serrait les triplés contre elle, essayant de les protéger à la fois des bruits de coups de feu et de la réalité de leur situation. Emma avait commencé à pleurer doucement, son petit corps tremblant de peur. Olivia, toujours protectrice, avait ses bras autour de ses 2 sœurs, son jeune visage figé dans une expression déterminée au-delà de son âge. Sophie restait étrangement calme, ses yeux fixés sur la silhouette de Gardien à l'entrée de la grotte. « Tout va bien se passer », murmura Martha, bien qu'elle sût que c'était un mensonge. « Tout ira bien. » À l'entrée, Sarah et ses adjoints échangeaient des tirs avec les hommes armés, l'espace confiné du canyon amplifiant chaque coup de feu en un rugissement tonitruant. Gardien resta à côté de Sarah, ne se recroquevillant pas à cause du bruit ni ne se précipitant stupidement dans le danger. Il semblait attendre, évaluant, son entraînement militaire évident dans sa patience disciplinée. L'impasse se poursuivit pendant plusieurs minutes tendues, aucun des deux camps ne prenant l'avantage. Les adjoints étaient limités par leur besoin de protéger l'entrée de la grotte, tandis que les hommes armés étaient contraints par leur position de couverture. C'était une impasse mortelle qui ne pouvait être brisée que par l'arrivée de renforts ou un geste désespéré de l'un ou l'autre camp. Ce geste vint soudainement et de façon inattendue.
Je vois du mouvement à l'est, avertit l'un des adjoints. Nous avons un troisième hostile qui approche. Sarah risqua un rapide coup d'œil dans la direction indiquée et sentit son sang se glacer. Un troisième homme était effectivement apparu, se frayant un chemin autour de leur flanc, mais ce qui la glaça, c'était sa position. Il était monté au-dessus de la grotte, trouvant une route qui lui permettrait de tirer dans leur abri sous un angle qu'il ne pouvait pas défendre. Avant qu'elle ne puisse se repositionner, Gardian prit sa décision. Avec une puissante poussée musculaire, le berger se précipita hors de l'entrée de la grotte, une tache de couleur beige clair d'agression ciblée, se dirigeant directement vers l'homme armé qui flanquait. L'homme eut à peine le temps d'enregistrer la menace qui approchait avant que Gardian ne se lance dans les airs, une attaque parfaitement exécutée qu'il avait effectuée d'innombrables fois pendant son service militaire. Ses mâchoires se refermèrent autour du bras armé de l'homme avec une force à broyer les os, l'élan de son saut entraînant à la fois le chien et l'homme au sol dans un nuage de poussière et de cris surpris. Le fusil se déchargea sans danger dans les airs alors que Gardian maintenait sa prise, grognant profondément alors que l'homme criait de douleur et de surprise. La distraction était tout ce dont Sarah et ses adjoints avaient besoin. Avec une précision coordonnée, ils profitèrent du moment pour avancer sur les hommes armés restants, hurlant des ordres et les forçant à diviser leur attention entre la nouvelle menace des adjoints et les appels à l'aide de leurs collègues. « Déposez vos armes », ordonna Sarah à nouveau, utilisant un rocher comme couverture en avançant. Dernière chance. L'un des hommes armés décida apparemment que le travail ne valait pas la peine de mourir. Il jeta son fusil et leva les mains. L'autre hésita, puis tourna son arme vers l'entrée de la grotte dans une dernière tentative désespérée de mener à bien sa mission. 3 coups de feu retentirent simultanément, 2 des adjoints et un d'une nouvelle direction, complètement. L'homme armé s'effondra sur le sol, son fusil non tiré tombant à côté de lui. Le shérif Miller apparut derrière une formation rocheuse, son arme de service toujours levée. « Claire » cria-t-il. « Reynolds, quel est votre état ?»« 2 sujets abattus, un s'est rendu » rapporta Sarah, gardant son arme pointée sur l'homme aux mains levées. Un adjoint vérifie la grotte, insécurise le prisonnier. Aucune blessure de notre côté. Mais ce n'était pas tout à fait exact, comme elle le découvrit lorsqu'elle se retourna vers l'endroit où Gardian avait attaqué le troisième homme armé. Le berger avait relâché sa prise et se tenait maintenant chancelant au-dessus de l'homme maîtrisé qui serrait son bras mutilé et gémissait de douleur. La patte blessée de Gardian avait finalement cédé et il oscillait dangereusement, sa fourrure emmêlée de sang frais qui n'appartenait pas à l'homme armé. « Gardian a été touché » cria-t-elle, se précipitant vers le berger alors qu'il s'effondrait sur le côté, sa respiration laborieuse et superficielle. À l'intérieur de la grotte, Sophie se raidit soudainement dans les bras de Martha. « Gardian » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Sans avertissement, la plus calme des triplés se dégagea de l'étreinte de sa grand-mère et se précipita vers l'entrée de la grotte avant que quiconque puisse l'arrêter. « Sophie !» « Non » cria Martha, mais la petite fille était déjà dehors, courant avec une détermination absolue vers le berger tombé. Sam se lança à sa poursuite, mais Olivia et Emma suivaient déjà leur sœur, les triplés se déplaçant avec la détermination synchronisée qui rend parfois les naissances multiples presque surnaturelles dans leur connexion. Martha se leva avec difficulté, ses vieilles articulations protestant contre le mouvement soudain, et suivit les enfants hors de la grotte. Les coups de feu avaient cessé, mais le danger n'était pas nécessairement terminé. Pourtant, elle ne laisserait pas ses petites filles nouvellement découvertes y faire face seules. La scène qui l'accueillit était à la fois chaotique et étrangement ordonnée. Le shérif Miller et ses adjoints avaient sécurisé la zone, désarmant et maîtrisant l'homme armé survivant. La détective Reynolds était agenouillée à côté de Gardian, ses mains pressées contre son flanc où le sang s'infiltrait à travers sa fourrure fauve, et courant vers eux, 3 petites silhouettes en robe couvertes de poussière, bleu, rose et jaune, leurs visages identiques figés avec la même expression d'inquiétude désespérée. « Gardian » cria Sophie, atteignant le berger en premier et tombant à genoux à côté de sa tête. Ses petites mains caressèrent doucement son museau alors que les larmes coulaient sur ses joues brûlées par le soleil. « Réveille-toi, Gardian, s'il te plaît, réveille-toi. » Olivia et Emma la rejoignirent, formant un cercle protecteur autour de leur protecteur tombé. « Il nous a sauvés » dit Olivia à Sarah, sa voix tremblant mais déterminée. « Vous devez le sauver maintenant. » Sarah leva les yeux vers Sam, qui arrivait essoufflé derrière les enfants. La balle a traversé son épaule, rapporta-t-elle. J'applique une pression, mais il a perdu beaucoup de sang et la morsure de serpent l'a considérablement affaibli. Sam s'agenouilla pour examiner la blessure, ses mains expertes, douces mais efficaces. Il a besoin de soins vétérinaires immédiats, conclut-il.
La balle n'a rien touché de fatal sur le coup, mais entre ça et la morsure de serpent. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Les chances de Gardian étaient minces et tout le monde le savait. Martha rejoignit le groupe, son visage marqué par les soucis alors qu'elle observait la respiration laborieuse du berger. Il y a une clinique vétérinaire à Wilson S. Crossing, dit-elle, à environ 30 minutes par la route. Le docteur Wilson soigne aussi bien les animaux domestiques que sauvages. Si quelqu'un peut aider ce brave garçon, c'est bien lui. Le shérif Miller, qui s'était approché après avoir sécurisé la zone, acquiesça d'un signe de tête décisif. Mon VUS est le véhicule le plus proche. Nous pouvons le transporter immédiatement. J'y vais avec lui, déclara Sophie, sa petite main toujours posée sur la tête de Gardian. Ce n'était pas une demande, mais une affirmation d'une certitude absolue. Nous toutes, ajouta Olivia, avec Emma qui hochait la tête vigoureusement à ses côtés. Martha échangea un regard avec Sarah et le shérif. Les trois adultes comprenaient qu'il était inutile de discuter avec les triplets à ce sujet. Après tout ce que ces enfants avaient enduré, les séparer de Gardian maintenant ne ferait qu'ajouter un traumatisme à une expérience déjà traumatisante. Je vais les emmener, proposa Martha. Elles me connaissent maintenant et elles ont besoin de rester ensemble. Avant que quiconque puisse répondre, une agitation attira leur attention du côté où les adjoints s'étaient rassemblés. Le tireur survivant attira leur attention. Un homme s'approchait, grand, ébouriffé, les mains menottées devant lui, mais son pas était pressé, malgré l'escorte de l'adjoint. Thomas Anderson était arrivé sur les lieux. « Papa » cria Emma, la première à le reconnaître. Son premier réflexe fut de courir vers lui, mais elle hésita, partagée entre son père et Gardian, le blessé. Thomas s'arrêta à quelques mètres, son expression un mélange complexe de soulagement, de honte et de chagrin, alors qu'il regardait la scène, ses filles, vivantes, mais rassemblées autour du corps ensanglanté de leur fidèle protecteur. « Oh, Gardian » murmura-t-il, la voix brisée. « Que ai-je fait » Personne ne lui répondit. Aucune réponse n'était nécessaire. La preuve de ses choix était sous leurs yeux, 3 enfants traumatisés et un chien mourant qui avait tout donné pour les protéger des conséquences des erreurs de Thomas. Ce fut Sophie, l'observatrice silencieuse, qui brisa ce tableau douloureux. Elle leva les yeux de Gardian pour croiser le regard de son père. « Gardian nous a sauvés », dit-elle simplement. « Quand tu es parti. » Les mots, prononcés sans accusation mais avec l'honnêteté dévastatrice d'un enfant, semblèrent frapper Thomas physiquement. Il tressaillit comme si elle l'avait giflé, les larmes lui montèrent aux yeux. « Je sais, ma chérie », réussit-il à dire. « Je sais qu'il l'a fait. Il est très mal en point. Les méchants lui ont tiré dessus, » ajouta Emma, la voix tremblante. Thomas regarda le shérif Miller, une question silencieuse dans les yeux. Le shérif hésita, puis hocha légèrement la tête. « Adjoint, amenez monsieur Anderson ici », ordonna-t-il. L'adjoint guida Thomas jusqu'à ce qu'il se tienne à quelques pas de Gardian. Malgré ses menottes, Thomas réussit à s'agenouiller maladroitement dans la poussière à côté de ses filles et de leur protecteur. « Gardian » appela-t-il doucement. « Et, mon garçon ?» Les oreilles du berger frémirent à la voix familière et, avec un effort visible, il leva légèrement la tête, ses yeux ambrés se fixant sur Thomas. Il n'y avait aucune récrimination dans ce regard, aucun jugement, seulement la même loyauté inébranlable qui l'avait poussé à sauter de la voiture de Thomas pour rester avec les enfants abandonnés. « Je suis tellement désolé », murmura Thomas, les larmes coulant librement maintenant. « Tu as fait ce que je n'ai pas pu. Tu les as protégés quand j'ai échoué. » Gardian émit un son doux, ni grognement ni gémissement, et laissa retomber sa tête sur le sol désertique. Sa respiration était devenue plus laborieuse, chaque inspiration et expiration de sa poitrine étant une lutte évidente. « Nous devons le déplacer maintenant s'il doit avoir une chance », insista doucement Samedi. Martha s'avança alors, sa présence imposant l'attention malgré son âge et sa petite taille. « Thomas Anderson », dit-elle, sa voix ferme mais teintée d'une émotion qu'aucun d'eux ne pouvait identifier. « Je suis Martha Johnson, la mère de Caroline, la grand-mère de vos enfants. » Thomas leva les yeux, choqué, momentanément distrait de la situation critique de Gardian. « La mère de Caroline ?» Mais elle a dit que vous étiez morte. « Non. » Éloignée, oui, et c'est une conversation pour une autre fois. Le ton de Martha ne souffrait aucune discussion. En ce moment, ce chien a besoin d'aide et ses enfants ont besoin à la fois de leur père et de leur protecteur. Elle se tourna vers le shérif Miller. «
Pouvez-vous retirer ces menottes, au moins jusqu'à ce que nous ayons procuré à ce brave animal l'aide dont il a besoin? Je pense que nous comprenons tous que Thomas ne va nulle part tant que ses filles et leurs gardiens sont en danger. Miller hésita, le devoir luttant avec la compassion sur son visage buriné. Finalement, il fit un signe de tête à l'adjoint. Retirez les entraves, mais M. Anderson reste en détention, juste sans les accessoires pour l'instant. Dès que les menottes furent enlevées, Thomas se rapprocha immédiatement de Gardian, prenant doucement la tête du berger dans ses bras. « Tiens bon, mon garçon, murmura-t-il. Tiens bon, on va t'aider. » Les triplets se pressèrent contre lui, leurs petites mains trouvant des endroits pour toucher la fourrure de Gardian, comme si leur volonté collective pouvait en quelque sorte le maintenir en vie. Sam et le shérif Miller soulevèrent avec précaution le berger blessé sur une civière de fortune, la veste d'un adjoint tendue entre deux canons de fusil. Gardian gémit une fois lors du mouvement, puis resta d'un silence effrayant. « Il respire toujours », assura Sam aux enfants anxieux. « Il est très fort. » Ils se dirigèrent en procession sombre vers le VUS du shérif qui les attendait, Miller et Sam portant Gardian, Thomas marchant à leur côté, un triplet tenant chacune de ses mains, et Sophie marchant devant, ses yeux ne quittant jamais le visage de Gardian. Martha et Sarah suivirent, gardant une distance professionnelle, tandis que la grand-mère observait sa famille nouvellement découverte avec un mélange d'inquiétude et d'émerveillement. Lorsqu'ils atteignirent le véhicule, Thomas installa d'abord chaque fille à l'intérieur avant d'aider soigneusement à installer Gardian sur la banquette arrière, sa tête reposant dans le petit giron de Sophie. Martha monta à côté d'elle, tandis que Thomas hésitait à la porte. « Allez, » dit doucement le shérif Miller. « Nous suivrons avec le détective Reynolds. Ne me faites pas regretter ce sursis temporaire. Anderson. » Thomas hocha la tête, reconnaissant, avant de rejoindre ses filles, s'installant sur le plancher du VUS où il pouvait maintenir la pression sur la blessure de Gardian pendant le trajet. Alors que le véhicule démarrait, Martha observa l'interaction entre le père et ses filles avec des yeux attentifs. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré l'acte impardonnable de Thomas de les avoir abandonnés, les triplets ne montraient aucune crainte de leur père. Il y avait de la lassitude, oui, et de la confusion, mais pas de terreur, et Thomas s'occupait d'elle avec une compétence douce qui témoignait d'années d'éducation parentale dévouée avant cet échec catastrophique. « Vous les avez élevés seuls depuis la mort de Caroline, » dit Martha. Ce n'était pas une question. Thomas acquiesça, les yeux fixés sur la respiration laborieuse de Gardian. « Oui. J'ai essayé d'être à la fois père et mère pour elle. » Il ne put terminer sa phrase. « Jusqu'à ce que vous fassiez un choix terrible, » compléta Martha pour lui, « un choix dont vous devrez répondre. » « Je sais. » La main burinée de Martha se tendit pour toucher brièvement son épaule. « Caroline n'aurait jamais renoncé à vous, même quand moi je l'ai fait. Elle a toujours vu le bien dans les gens, même quand ils ne pouvaient pas le voir eux-mêmes. » Thomas leva les yeux, surpris par cette grâce inattendue de la part d'une femme qui avait toutes les raisons de le haïr. « Je ne mérite pas votre gentillesse. »« Il ne s'agit pas de ce que vous méritez, » répondit simplement Martha. « Il s'agit de ce dont ces enfants ont besoin, et en ce moment, elles ont besoin que leur père et leur gardien survivent à cette épreuve. » Dans le giron de Sophie, la respiration de Gardian devint de plus en plus superficielle, chaque inspiration étant une lutte visible. La petite fille se pencha près de son oreille, lui murmurant des mots trop doux pour que les adultes les entendent, ses larmes tombant sur sa fourrure poussiéreuse. Thomas regarda sa fille la plus calme avec le chien mourant qui avait sauvé ses 3 enfants et sut avec une certitude absolue que, quel que soit le châtiment légal qui l'attendait, rien ne serait jamais aussi douloureux que de voir les conséquences de ses actes se refléter dans les yeux de sa fille. « S'il te plaît, » murmura-t-il, « que ce soit à Dieu, au destin ou à Gardian lui-même, il ne pouvait même pas le dire, s'il te plaît, ne le laisse pas mourir à cause de ce que j'ai fait. » Mais l'état de Gardian continua de se détériorer alors qu'il se précipitait vers Wilson Crossing, son corps puissant devenant de plus en plus immobile, le sang de ses blessures imbibant les bandages de fortune malgré les efforts de Thomas. Le berger, qui s'était interposé entre 3 enfants abandonnés et une mort certaine, menait son dernier combat, et cette fois, même son courage et sa loyauté légendaire ne suffiraient peut-être pas à assurer la victoire. Le docteur James Wilson était le seul vétérinaire de Wilson Crossing depuis plus de 30 ans. À 68 ans, il avait vu à peu près tout ce que le désert et ses habitants pouvaient lui lancer, des morsures de serpents à sonnette aux attaques de cougars. Mais même lui marqua une pause momentanée lorsque le berger allemand ensanglanté fut transporté dans sa clinique par le shérif Miller et Thomas Anderson, suivi de 3 petites filles identiques en robe couverte de poussière et d'une vieille femme navajo qu'il reconnut comme étant Martha Johnson.
Salle d'examen, une, ordonna-t-il, en enfilant déjà des gants chirurgicaux, tandis que son assistante se précipitait pour préparer la zone de traitement. Que s'est-il passé? Morsure de serpent à sonnette hier, blessure par balle aujourd'hui, expliqua brusquement le shérif Miller. Il est également gravement déshydraté et épuisé. Le docteur Wilson acquiesça, ses mains expertes examinant déjà Gardian pendant qu'il le déposait sur la table de traitement. Chien militaire, demanda-t-il, remarquant les signes révélateurs d'un entraînement spécialisé dans le physique du berger. Oui, confirma Thomas, sa voix brisée. Retraité. Il a sauvé mes filles. Le vétérinaire jeta un bref coup d'œil aux trois petites filles blotties ensemble près de la porte, leurs yeux bleus identiques fixés sur Gardian avec une intensité qui en disait long. Il avait déjà soigné des chiens de travail, des chiens policiers, des chiens de recherche et de sauvetage, même quelques revenants militaires. Il comprenait que leur valeur allait bien au-delà de celle d'un animal de compagnie. « Je ferai tout ce que je peux », promit-il, se tournant vers son assistante, Sarah. « J'ai besoin de l'antivenin, d'un expanseur sanguin, d'antibiotiques à large spectre et d'une trousse chirurgicale préparée. Et s'il vous plaît, emmenez la famille dans la salle d'attente. »« Non », protesta Sophie, la plus calme des triplets trouvant sa voix. « Je dois rester avec Gardian. » Le docteur Wilson avait soigné suffisamment d'animaux blessés avec des propriétaires anxieux pour savoir quand une discussion était inutile. Le lien entre cet enfant et le berger était palpable, transcendant l'attachement ordinaire à un animal de compagnie. « L'une d'entre vous peut rester », concéda Théil, regardant les adultes pour approbation. « Mais vous devrez être absolument silencieuse et immobile. » Martha s'avança. « Sophie restera avec moi, dit-elle, son ton ne permettant aucune discussion. Le reste d'entre vous attend dehors. » Thomas hésita, visiblement partagé entre rester avec son chien blessé et s'occuper de ses autres filles. Olivia prit la décision à sa place, tirant sur sa main. « Papa, Emma est très fatiguée, dit-elle, sa jeune voix portant un poids de responsabilité qui dépassait son âge. Elle a besoin que tu la serres dans tes bras. » Cette simple déclaration venant d'une enfant de 3 ans qui avait été abandonnée dans le désert il y a moins de 24 heures frappa Thomas avec la force d'une douleur physique. Son enfant lui faisait encore confiance pour lui apporter du réconfort, malgré tout. « Bien sûr, ma chérie, » réussit-il à dire, soulevant Emma dans ses bras alors que le shérif Miller les guidait vers la salle d'attente. À l'intérieur de la salle d'examen, le docteur Wilson travailla avec une intensité concentrée, ses mouvements économes et précis alors qu'il s'attaquait aux multiples conditions potentiellement mortelles de Gardian. Sophie se tenait silencieusement à côté de Martha, toutes les deux contre le mur, bien à l'écart, mais assez près pour que la petite fille puisse maintenir un contact visuel avec le berger. « Est-ce que Gardian va mourir ?» chuchota Sophie à Martha, sa petite main trouvant la main burinée de la vieille femme. Martha réfléchit à la question avec l'honnêteté qu'elle croyait que les enfants méritaient. « Je ne sais pas, ma petite. Il est très blessé, mais il est aussi très fort et il a quelque chose d'important pour lequel vivre. »« Nous ?» demanda Sophie. « Oui, et l'amour que vous partagez. C'est un médicament puissant. » L'assistante du docteur Wilson prépara une ligne intraveineuse tandis que le vétérinaire nettoyait la blessure par balle, son expression grave alors qu'il évaluait les dégâts. La balle a déchiré le muscle de l'épaule, mais a manqué les principaux vaisseaux. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la combinaison de la toxicité du venin, de la déshydratation et de la perte de sang l'a plongé dans un état de choc. Il jeta un coup d'œil à Martha et Sophie, adoucissant son évaluation clinique. Il se bat fort, cependant. Je peux le voir. Sophie acquiesça solennellement. Gardian n'abandonne jamais. Il nous a protégés toute la nuit des coyotes et nous a trouvé de l'eau et nous a gardés au chaud quand il faisait froid. Les mains du docteur Wilson s'immobilisèrent un instant. Il a fait tout ça après avoir été mordu par un serpent à sonnette? Oui, confirma Sophie. Et il s'est interposé entre nous et les méchants avec des armes, aussi. Le vétérinaire échangea un regard avec Martha, qui acquiesça légèrement en confirmation du récit de l'enfant. Il reprit son travail avec une détermination renouvelée, un nouveau respect pour son patient évident dans ses soins attentifs. « Eh bien, alors, dit-il. Nous allons juste devoir nous assurer que tout cet héroïsme n'a pas été vain, n'est-ce pas ?» Dans la salle d'attente, Thomas était assis avec Olivia et Emma de chaque côté de lui, leur petit corps appuyé contre lui, avec la confiance irréfléchie d'enfants cherchant du réconfort auprès d'un parent. Le détective Reynolds était arrivé avec un autre adjoint, mais gardait une distance respectueuse,
laissant à la famille ce moment de paix fragile avant que les procédures judiciaires inévitables ne commencent. « Papa, » dit soudain Emma, rompant le silence tendu. « Pourquoi tu nous as laissés dans le désert ?» Cette simple question, posée sans accusation mais avec une confusion sincère, fit se figer tout le monde dans la salle d'attente. Le shérif Miller et le détective Reynolds échangèrent des regards mal à l'aise, tandis que Thomas sentit comme si tout l'air avait été chassé de ses poumons. Comment expliquer à une enfant de 3 ans qu'on l'avait abandonnée, elle et ses sœurs, parce qu'on pensait que cela leur donnait une meilleure chance de survie que l'alternative? Comment une explication pourrait-elle avoir un sens pour un enfant qui avait fait absolument confiance à son père? Thomas prit une inspiration tremblante, sachant qu'il devait la vérité à ses filles, aussi mal exprimée soit-elle. « J'ai fait une terrible erreur, Emma. Je me suis impliqué avec de très mauvaises personnes et je leur devais de l'argent que je ne pouvais pas rembourser. Ils ont menacé de vous faire du mal, à toi et à tes sœurs, si je ne faisais pas ce qu'ils voulaient. » Les méchants qui ont tiré sur Guardian, demanda Olivia, sa perception étant surprenante chez un enfant aussi jeune. Thomas acquiesça. Oui. J'ai pensé que si je vous laissais dans le désert avec Guardian, quelqu'un vous trouverait avant que quelque chose de pire n'arrive. J'essayais de vous protéger, mais je l'ai fait de la pire façon possible. Il pleurait maintenant, les larmes coulant sans contrôle alors qu'il affrontait l'horreur de ses actes à travers les yeux de ses enfants. J'avais tort, tellement tort. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de me faire pardonner, même si je sais que je ne pourrai jamais vraiment y parvenir. Emma réfléchit à cela avec la solennité qu'un enfant seul peut apporter à un tel moment. Mais Guardian est resté avec nous, dit-elle finalement. Il n'est pas parti. Cette simple déclaration, livrée sans intention de blesser, coupa néanmoins Thomas au vif. Un chien avait fait preuve de plus de courage et de loyauté que lui. Oui, murmura-t-il. Guardian est resté. C'est un bien meilleur protecteur que je ne l'ai été. C'est la famille, déclara Olivia avec certitude. Et la famille ne quitte pas la famille. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Thomas, une nouvelle vague de honte le submergeant. Ses filles, même pas 4 ans, comprenaient une vérité fondamentale qu'il avait oubliée dans son désespoir et sa peur. Le shérif Miller, qui avait écouté cet échange avec une émotion soigneusement contrôlée, s'éclaircit la gorge. Vos filles sont remarquablement résistantes, Anderson. Vous devriez être fier de la façon dont elles se sont comportées là-bas. Je le suis, dit Thomas doucement. Mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de leur force. C'est tout leur mère et leur propre esprit. La porte de la salle d'examen s'ouvrit alors et le docteur Wilson sortit, enlevant ses gants chirurgicaux. Son expression ne révélait rien alors qu'il s'approchait de la famille anxieuse. L'état de Guardian est stable pour l'instant, annonça-t-il, et Thomas sentit les corps de ses filles se détendre contre lui dans un soulagement simultané. Les prochaines 24 heures seront critiques, mais j'ai administré de l'antivenin, des antibiotiques et des expanseurs sanguins. J'ai réparé les dommages musculaires causés par la blessure par balle et nous fournissons des soins de soutien pour la déshydratation et l'épuisement. Alors il va s'en sortir, demanda Emma avec espoir. Le docteur Wilson lui sourit doucement. Il n'est pas encore hors de danger, mais il réagit mieux que je ne l'espérais. Votre chien est un combattant, jeune fille. Pouvons-nous le voir, demanda Olivia. Il est sédaté en ce moment, mais oui, vous pouvez jeter un coup d'œil rapidement, mais souvenez-vous d'être très silencieux. Les triplets glissèrent immédiatement de leur siège, se dirigeant comme un seul homme vers la porte de la salle d'examen où Sophie attendait déjà, son expression solennelle mais soulagée. Martha se tenait à côté d'elle, une main posée protectrice sur l'épaule de l'enfant. Thomas se leva pour suivre ses filles mais hésita, regardant le shérif Miller pour obtenir la permission. Le shérif acquiesça légèrement, son expression étant un mélange complexe de devoir officiel et de compassion humaine. À l'intérieur de la zone de traitement, Guardian était allongé sur une table rembourrée, de multiples tubes et moniteurs connectés à son corps immobile. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier, et non plus la respiration laborieuse de leur voyage désespéré à la clinique. Les triplets s'approchèrent prudemment, formant un demi-cercle autour de leur protecteur. Sophie, qui était restée pendant le traitement, prit les devants pour montrer à ses sœurs où elle pouvait toucher Guardian sans perturber l'équipement médical. Le docteur Wilson dit qu'il peut nous entendre même s'il dort, les informa TL. Je lui ai dit qu'il devait aller mieux pour que nous puissions toutes rentrer à la maison. La maison, répéta Thomas doucement, le mot portant un poids d'incertitude.
Où était la maison pour ces filles lorsque leur père était accusé d'un crime et que leur maison risquait d'être perdue à cause de ses dettes? Martha, debout à côté de lui, sembla lire dans ses pensées. Elles auront une maison, dit-elle doucement. Avec moi, si nécessaire, jusqu'à ce que votre situation soit résolue. Thomas se tourna vers elle avec surprise. Vous feriez ça après ce que j'ai fait? Je le fais pour elle et pour Caroline, répondit Martha, sa voix pragmatique. Et parce que tout le monde mérite une chance de se racheter, même vous, Thomas Anderson. Avant qu'il ne puisse répondre, le détective Reynolds apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Anderson, dit-elle formellement. J'ai besoin de vous parler dehors. Thomas acquiesça, se penchant pour embrasser chacune de ses filles sur le front avant de suivre le détective vers la salle d'attente. Il savait ce qui allait arriver, l'arrestation formelle, la lecture de ses droits, le début des procédures judiciaires qui détermineraient son sort. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à la nouvelle que Reynolds lui annonça une fois qu'ils furent assis. Victor Blackwell est mort, déclara-t-elle sans préambule. Apparemment, lorsque ces hommes n'ont pas donné de nouvelles après l'opération dans le désert, il a tenté de fuir le pays. Il y a eu une confrontation avec des agents fédéraux dans un aérodrome privé. Il a choisi de résister à son arrestation. Thomas assimila cette information, ne ressentant ni joie ni tristesse à la mort de l'homme qui l'avait poussé à l'impensable. Son organisation est en train d'être démantelée en ce moment. Vos informations ont été précieuses pour identifier les acteurs clés et les lieux. Le procureur des États-Unis est très intéressé par votre coopération continue. Un espoir vacilla brièvement dans la poitrine de Thomas avant que la réalité ne reprenne le dessus. Mais je suis toujours accusé de mise en danger d'enfant, au minimum. Reynolds acquiesça, son expression professionnelle mais pas méchante. Oui, ce que vous avez fait était criminel, quelles que soient les circonstances qui y ont conduit. Cependant, votre coopération, la contrainte extrême que vous avez subie et le fait que vous ayez pris des dispositions pour que votre chien reste avec les enfants seront tous pris en considération. Elle se pencha légèrement en avant. Je ne peux pas faire de promesses, monsieur Anderson, mais il y a une différence significative entre un père qui abandonne ses enfants à la mort et un père qui fait un choix terrible en essayant de les protéger d'un sort encore pire. 6 mois plus tard, le désert était en fleurs, un spectacle printanier rare, des fleurs sauvages recouvrant le paysage habituellement austère de couleurs vives. Martha Johnson se tenait sur son porche en regardant 3 petites filles identiques jouer dans la cour avec un berger allemand dont la boiterie était à peine perceptible. Guardian se déplaçait maintenant avec l'attention vigilante d'un chien de travail, se positionnant toujours entre les dangers potentiels et ses protégés, même dans cet environnement paisible. Les cicatrices physiques de son épreuve étaient guéries, bien qu'il porte toujours les marques de sa loyauté, une raideur dans sa jambe précédemment blessée, une touffe de fourrure qui poussait blanche au lieu de fauve là où la balle avait déchiré le muscle. Les cicatrices psychologiques avaient également guéri, tant pour le chien que pour les enfants. Les triplés ne se réveillaient plus en hurlant à cause de cauchemars d'abandon et de soif. Guardian ne sursautait plus au moindre mouvement brusque et ne s'agitait plus lorsque les filles étaient hors de sa vue. Le temps et l'amour avaient opéré leur magie tranquille sur eux tous. Mamie, appela Olivia, agitant la main depuis l'endroit où elle était montée sur une branche basse et solide d'un arbre de mesquite. Regarde comme je suis haut. Je te vois, ma chérie, répondit Martha, souriant à la confiance qui avait remplacé la peur dans l'attitude de sa petite fille. Fais attention maintenant. Le bruit de pneus sur le gravier attira l'attention de Guardian, ses oreilles se dressant vers l'avant alors qu'un VUS du service du shérif s'approchait de la maison. Le berger ne grogna pas et ne montra pas d'alarme. Au lieu de cela, sa queue commença à remuer en signe de reconnaissance. Le shérif Miller sortit du véhicule, suivi d'un autre homme, Thomas Anderson, vêtu non pas d'une tenue de prisonnier, mais d'un simple jean et d'une chemise boutonnée. « Papa » crièrent les triplets à l'unisson, abandonnant leur jeu pour se précipiter vers leur père. Guardian se précipita à leur côté, ses blessures passées oubliées dans l'excitation du moment. Thomas s'agenouilla pour embrasser ses filles, les serrant toutes les 3 dans ses bras en même temps, ses yeux fermés dans une expression de profonde gratitude. Guardian fit le tour du groupe, la queue remuant furieusement, avant de pousser son museau dans l'étreinte familiale. « Tu es rentré tôt » s'exclama Emma, touchant le visage de son père comme pour confirmer qu'il était vraiment là. « Le shérif Miller est venu me chercher » expliqua Thomas, se relevant avec Sophie dans ses bras, tandis qu'Olivia et Emma réclamaient chacune une main. « J'ai de bonnes nouvelles à partager. » Martha descendit les marches du porche, hochant la tête en signe de salutation au shérif Miller avant de s'adresser à son gendre. « Votre assignation de travaux d'intérêt général est terminée. »
Thomas acquiesça, son expression reflétant le chemin parcouru au cours des 6 derniers mois, du désespoir à la responsabilisation et à l'espoir prudent. L'accord de plaidoyer négocié par son avocat avait reconnu à la fois la gravité de ses actes et les circonstances extraordinaires qui les avaient entourés, 2 ans d'assignation à résidence, 5 ans de probation, 1000 heures de travaux d'intérêt général et un suivi psychologique obligatoire, une peine qui lui permettait de rester présent dans la vie de ses filles tout en répondant de son crime. À partir d'aujourd'hui, confirma-t-il, et le programme de thérapie pour les familles en crise que j'ai développé a été approuvé pour le financement. Je le dirigerai dans le cadre de mes travaux d'intérêt général en cours. Martha acquiesça avec approbation. Elle avait regardé Thomas travailler sans relâche pour reconstruire ce que son choix désespéré avait brisé, la confiance de ses filles, son propre respect de soi et sa place dans une communauté qu'il avait initialement jugée sévèrement. Cela n'avait pas été facile. Rien de valable ne l'était jamais. Caroline serait fière, dit-elle simplement, les mots portant plus de poids que des éloges élaborés. Les yeux de Thomas se remplirent de larmes, comme c'était souvent le cas à la mention de sa défunte épouse. « J'espère bien », murmura-t-il. Le shérif Miller, qui avait entretenu une relation professionnelle mais de soutien avec la famille tout au long des procédures judiciaires, s'éclaircit la gorge. « J'ai quelque chose pour Gardian, si vous le permettez. » Au son de son nom, le berger s'approcha du shérif, la posture attentive mais détendue. Miller s'agenouilla à la hauteur du chien, sortant quelque chose de sa poche, un collier spécialement conçu, une médaille gravée de mots trop petits pour que Martha puisse les lire de l'endroit où elle se trouvait. Le service voulait reconnaître le service de Gardian, expliqua Miller en attachant la médaille au collier du berger. C'est la médaille de la valeur canine. Nous ne l'avions jamais décernée à un chien civil auparavant, mais le comité d'évaluation a été unanime. Gardian a accepté la médaille avec la dignité qui caractérisait tout ce qu'il faisait, sans se lamenter ni se soustraire à l'attention. Sophie s'est agenouillée à côté de lui, examinant le métal de ses doigts délicats. « Qu'est-ce que ça dit » a-t-elle demandé, traçant l'inscription du doigt. « Il est écrit ou pour courage exceptionnel et loyauté au-delà du devoir, à Miller. Et la date de votre sauvetage. Gardian est un héros, a déclaré Emma avec fierté. Le meilleur des héros, a acquiescé Olivia. Thomas regardait ses filles avec leur fidèle protecteur, le chien qui avait fait ce qu'il n'avait pas pu faire, rester inébranlable face au danger, faisant passer leur sécurité avant sa propre survie. Ce berger lui avait montré ce qu'était le vrai courage, non pas par un jugement, mais par l'exemple. « Nous avons une autre surprise, » a dit Thomas, captant l'attention de sa famille. « Si grand-maman Martha est d'accord, nous aimerions retourner dans notre propre maison. » Les filles ont regardé leur grand-mère avec un mélange d'excitation et d'incertitude. Elles s'étaient épanouies grâce aux soins de Martha pendant la procédure judiciaire de leur père, trouvant dans sa maison la stabilité dont elles avaient besoin pour se remettre de leur traumatisme. Martha a examiné la proposition, son visage buriné ne laissant rien transparaître de ses pensées intérieures. Finalement, elle a acquiescé, mais avec une condition, je viens avec vous. Thomas a cligné des yeux, surpris. Tu quitterais ta maison, l'endroit où tu as vécu pendant 40 ans. La maison n'est pas un lieu, a répondu Martha, reprenant des mots qu'elle avait prononcés à maintes reprises pendant le processus de guérison de la famille. La maison, ce sont les gens que tu aimes et qui t'aiment en retour. Ma maison est avec mes petites filles maintenant, et avec toi si tu veux bien de cette vieille femme dans les pattes. Oui, ont crié les triplés. La question était réglée dans leur esprit, quelles que soient les complications des adultes. Thomas a tendu la main à sa belle-mère, la femme qui avait toutes les raisons de le mépriser mais qui lui avait au contraire montré le pouvoir du pardon. Nous serions honorés. Ils ont scellé leur accord par une poignée de main qui s'est transformée en une étreinte. Gardian a tourné autour du groupe familial, sa posture traduisant le contentement d'un chien de travail dont le troupeau est en sécurité et uni. Le berger qui s'était autrefois tenu seul entre 3 enfants abandonnés et une mort certaine veillait désormais sur une famille renaissant des cendres de choix terribles et d'un courage remarquable. Plus tard ce soir-là, alors que Martha préparait le dîner dans sa cuisine pour la dernière fois, elle s'est arrêtée pour regarder par la fenêtre Thomas assis sur les marches du porche avec ses filles et leur gardien. Il leur lisait une histoire, un rituel familier rétabli après des mois de visites supervisées et d'établissement progressif de la confiance. Gardian était allongé à leurs pieds, ses yeux ambrés scrutant de temps en temps le désert au-delà de la cour, non pas avec peur ou hypervigilance, mais avec la tranquille confiance d'un protecteur qui avait affronté le pire et qui avait vaincu. Martha a pensé à sa fille Caroline, disparue trop tôt pour connaître pleinement les magnifiques filles qu'elle avait mises au monde. Tu serais fier d'eux tous,
a-t-elle murmuré à son enfant absent. Même de Thomas. Finalement, il retrouve le droit chemin, l'histoire terminée, Thomas a fermé le livre et a regardé ses filles avec un amour sans masque. Que allons-nous faire demain, a-t-il demandé. La simple question, portant le poids de la gratitude d'avoir des demain avec elle. Pouvons-nous aller à l'endroit où Gardien nous a sauvés, a demandé Sophie, sa voix calme et sérieuse. Je veux y déposer des fleurs. Thomas a hésité, la douleur traversant ses traits à l'idée de retourner sur le lieu de son plus grand échec, mais il a acquiescé, comprenant le besoin de sa fille de tourner la page. Si c'est ce que tu veux, ma chérie, je pense que c'est important. Il est important de se souvenir que de mauvaises choses se sont produites, a déclaré Olivia avec sa certitude caractéristique, mais nous allons bien maintenant parce que Gardien n'a jamais abandonné. Et parce que grand-maman nous a trouvés, a ajouté Emma. Et parce que papa est revenu. Thomas a serré ses filles contre lui, incapable de parler, tant l'émotion lui serrait la gorge. Gardien s'est levé de l'endroit où il se reposait pour les rejoindre, pressant sa chaleur rassurante contre le groupe familial, comme pour leur prêter sa force inébranlable. Martha s'est détournée de la fenêtre, essuyant une larme en retournant à sa cuisine. Dehors, le désert s'étendait, vaste et apparemment immuable, le paysage qui avait failli coûter la vie à 3 jeunes enfants, servant désormais de toile de fond à leur guérison et à leur renouveau. Dans la cour, Gardien a levé la tête vers le ciel qui s'assombrissait, captant peut-être une odeur dans la brise du soir ou profitant simplement de l'air rafraîchissant après une autre journée en Arizona. Le métal de son collier a capté les derniers rayons du soleil, brillant brièvement comme une étoile tombée sur terre. Certains liens, réfléchissait Martha en appelant la famille à dîner, ne pourront jamais être brisés, ni par le temps, ni par la distance, ni même par le plus rude des déserts. Gardien l'avait prouvé lorsqu'il avait sauté de la voiture de Thomas pour se tenir aux côtés de 3 enfants abandonnés. Thomas le prouvait maintenant, reconstruisant ce que son désespoir avait failli détruire. Et les triplés le prouvaient chaque jour par leur remarquable capacité à aimer malgré la trahison. Alors qu'ils se rassemblaient autour de sa table, les têtes inclinées pour la prière, Martha a ajouté une prière silencieuse, gratitude pour les secondes chances, pour la sagesse qui vient de la souffrance et pour le fidèle Gardien qui leur avait montré à tous ce que signifiait aimer sans condition ni limite. Gardien, installé maintenant au pied de Sophie sous la table, a fermé ses yeux ambrés, satisfait. Sa mission était accomplie, sa famille était en sécurité, sa loyauté était récompensée par la seule rétribution qui ait jamais compté pour lui, l'amour de ceux qu'il était né pour protéger. Au cœur du désert impitoyable de l'Arizona, une histoire d'extraordinaire dévouement s'est déroulée lorsqu'un berger allemand nommé Gardien a refusé d'abandonner 3 petites filles laissées derrière elles par leur père désespéré. Cette histoire nous rappelle que nos moments les plus sombres peuvent parfois conduire à des bénédictions inattendues. Martha a trouvé des petites filles dont elle ignorait l'existence. Thomas a découvert le vrai sens de la rédemption à travers la responsabilité. Et les triplés ont appris que la famille s'étend au-delà des liens du sang à ceux qui nous soutiennent quand d'autres s'en vont. Comme Gardien, qui a affronté des serpents à sonnette, des hommes armés et ses propres blessures pour protéger ceux qu'il aimait, nous pouvons, nous aussi, trouver une force que nous ne soupçonnions pas lorsque nous protégeons ceux qui comptent le plus. La vie offre des secondes chances à ceux qui sont assez courageux pour accepter la responsabilité de leurs erreurs et travailler sans relâche à les réparer. Quel que soit notre âge, nous pouvons nouer de nouveaux liens, guérir d'anciennes blessures et créer des familles unies par l'amour plutôt que par l'obligation. Quel fidèle compagnon vous a témoigné un amour inconditionnel quand vous en aviez le plus besoin? Ou quand avez-vous, comme Martha, ouvert votre cœur au pardon et trouvé une joie inattendue? Partagez vos histoires de loyauté et de seconde chance dans les commentaires ci-dessous. Votre sagesse pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre.